très content de vous recevoir sur cette ligne. Merci aux éditions Amiris de nous permettre ces rencontres. Merci Véronique de passer ce temps avec nous. On est super. Avec plaisir. Vous êtes sur le chat. Merci à toutes et à tous de vous connecter. Vous êtes les bienvenus. Dites-nous aussi d'où vous venez. Ça serait sympa de nous dire de quelle région vous êtes. C'est anecdotique, mais c'est toujours sympathique de voir que c'est un petit peu partout. Et surtout, si vous avez la gentillesse, Maha de Barcelone. Donc, ouais. Oui. On a du monde. Déjà en Europe, c'est déjà sympa. Top. Et aussi Véronique Lacour de Bruxelles. Alors là, vraiment aucune originalité, s'il vous plaît. Vous êtes pistonné, Véronique, ça se sent. De Vichy, de Montauban, super, de Millau, magnifique. Et aussi, coucou Véro, c'est Dorothée qui vous dit ça, donc c'est super sympa. Salut Dorothée. Et aussi, si vous avez la gentillesse, alors, petite parenthèse technique, si vous avez des petits problèmes de son ou d'image, eh bien n'hésitez pas à vous mettre sur Google Chrome. Je vais le marquer. Oh, des États-Unis, Manon. Oh là, carrément. Alors je vais le marquer dans le chat. Moi, c'est Frédéric. Ravi. Donc, alors moi, je ne vois pas le chat. Il n'y a que le monsieur qui le voit, donc il me transmet. Oui, je transmets. Mettez-vous sur Google Chrome. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à copier-coller le lien et vous mettre sur Google Chrome. On vous attend. Ne vous inquiétez pas, on va attendre. Tout à fait, Véronique de Millau, pardon. Je suis pas rouge de Millau. Et dites-nous aussi si vous avez connaissance du travail de Véronique César ce soir. Tiens, David Deneyer, je pense que c'est quelqu'un qu'on va cuisiner dans pas longtemps. Donc, je disais, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez les travaux de Véronique, si vous avez même lu ses ouvrages, dont on va parler en partie. Pardon, je mets le quatrième. C'est mieux dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux dans l'autre sens. Quatrième de couve. Si vous avez lu ses ouvrages, si ce n'est pas le cas, on vous donnera les liens pour aller chercher. Effectivement, il y a Caroline qui dit la formation Génome est extra. Voilà. Merci. Et, David, il dit grand soleil. Tant mieux, grand bien vous fasse. Profitez, chargez-vous bien en vitamine D parce que là, ça commence à pleuvoir un petit peu sur Paris. Donc, c'est pas super sympa. Vous n'avez pas de chance, les Parisiens. Ouais, c'est ça. Mais enfin, il paraît qu'on a d'autres avantages, mais je ne sais toujours pas lesquels. Et il y a Loane qui est en formation avec Véronique, avec vous en ce moment même. Voilà. Bonjour, Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vous rappelle que vous aurez accès au replay si vous ne pouvez pas assister à la totalité de ce magnifique webinaire prévu. Vous l'aurez sur le site des éditions Amiris. On remercie Bénédicte et Véronique aussi qui vont s'en charger dès demain ou après-demain pour le mettre sur le site. N'hésitez pas à poser vos questions, de préférence pas trop personnelles parce que si c'est pas le lieu pour faire une consultation. Mais en tout cas, on va essayer de brosser, de bien comprendre ce qu'est le travail de Véronique César ce soir, de connaître un petit peu plus la psychogénéalogie. On en a entendu. C'est dur à dire. Oui, je vais vous laisser le dire régulièrement. Oui. Et on précise peut-être aussi un petit peu que vous êtes tout petit peu souffrante, Véronique. Oui, depuis hier soir, j'ai eu le Covid. Donc, il y a une demi-heure, j'étais encore à 39 degrés de température, mais je me suis un peu shootée. Voilà. J'ai mon huile essentielle de menthe, là. Et donc, par contre, je n'ai pas une voix qui est super mélodieuse. Donc, oui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous serez... On va vous mettre en pilote automatique et les choses vont sortir et jaillir brillamment sans voix. Donc voilà, tout le monde est bien là. Si vous le permettez, Véronique, on va pouvoir commencer tranquillement. C'était cette petite année de 5 minutes pour attendre que tout le monde soit connecté. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus à ce webinaire. Encore une fois, je remercie les éditions Amiris de nous faire confiance et d'avoir des invités de qualité. Et la preuve, c'est que ce soir, on commence cette série de webinaires avec Véronique César. Donc, si vous avez la gentillesse peut-être de nous relater votre parcours, les grandes lignes qui vous ont forgé, qui font que vous êtes en face de nous ce soir, avec grand plaisir. Et merci à la technique de pouvoir nous réunir. Et encore merci à la technique. Merci à la technique. Et merci Véronique. Avec grand plaisir et merci à vous Frédéric d'organiser ce webinaire. Donc vous l'avez bien compris, je m'appelle Véronique César. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et durant toute cette période, j'étais toujours ce qu'on appelle une oreille, c'est-à-dire les gens venaient toujours me raconter leur histoire.
Et bien évidemment, pas les histoires super rigolotes. Ils venaient chercher souvent des conseils et je leur disais, ben, en fait, c'est votre histoire, c'est pas la mienne, c'est compliqué. Et donc, j'ai fait de la conception d'intérieur et puis le hasard m'a fait rencontrer une sophrologue. C'était dans les années 97-98. Et elle m'a fait essayer, parce que je ne connaissais pas la sophrologie, et je suis ressortie de la séance, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Ah oui, Donc révélation. à cette époque, donc, je faisais de la conception d'intérieur dans un bel établissement, j'habitais Cannes, et je me suis inscrite en cours du soir et donc j'ai fait mes études de sophrologie. Dès que j'ai eu terminé, en fait, j'ai ouvert mon cabinet. J'ai adoré. Alors, j'ai fait également j'ai travaillé sur le corps, de la réflexologie plantaire, Ah oui. formée par un maître chinois, parce que en fait, j'avais compris, enfin moi en tout cas, je me disais, le corps est un tout et c'est peut-être bien de travailler et sur le corps et sur l'esprit, le mental. Et puis, au fur et à mesure, mon cabinet a très très bien démarré et je me disais, c'est génial en sophrologie d'accompagner les gens pour gérer leurs émotions. Mais s'ils les avaient plus du tout, ces émotions, ça serait quand même top. Et le hasard, si tant est qu'il y en ait un, a mis devant moi une personne qui faisait de la canalisation, mais donc qui était branchée en Wi-Fi, alors je ne le suis pas forcément au même titre, et qui, elle, travaillait sur la famille. Et en fait, j'ai compris très rapidement elle avait des clés. Et en travaillant sur mon histoire, je me suis dit, ah mais oui, en fin de compte, je comprends que je viens de cette personne, que je peux porter des choses. J'ai trouvé ça fantastique. Et j'ai cherché une formation en psychogénéalogie parce qu'elle m'a dit, en fait, c'est une technique, ça s'appelle la psychogénéalogie. Et du coup, donc, je me suis formée. Alors, j'ai fait plusieurs formations. Je suis un petit peu, alors je dis pas une boulimique, mais j'aime beaucoup apprendre. Et du coup, en fait, la psychogénéalogie, le décodage biologique, toutes ces choses-là qui sont hyper complémentaires et qui permettent du coup de recevoir de la clientèle et de permettre que les gens aillent bien, aillent mieux. Et puis, il y a quelques années en arrière, non mais je parle beaucoup, hein, il va falloir m'arrêter. Alors là, ne vous inquiétez pas, je vous coupe sans aucun problème. Bon, ça va, ça Il y va. a Et puis, plusieurs il y a années. quelques années en arrière, parce que c'est quelque chose que je porte, je pense, depuis je suis plus jeune. J'avais fait pour moi un peu le tour, mais on fait jamais le tour, hein, mais j'avais envie de transmettre cet outil. Vraiment. Donc, du coup, j'ai créé ma formation avec tout ce que j'avais compris ça et là, avec mes expériences au niveau de mon cabinet. Et j'ai créé donc une formation en psychogénéalogie, voilà, que je donne et en présentiel. Et en 2014, j'avais même démarré la formation à distance parce que j'avais beaucoup de femmes d'expats qui m'envoyaient des messages en me disant moi je suis en expat à l'autre bout du monde et j'aimerais bien me former. Est-ce que vous pourriez m'envoyer? Donc du coup j'ai commencé. J'étais prête quand il y a eu le Covid, j'avais déjà la formation à distance. Et donc, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a plusieurs clochers en psychogénéalogie? Est-ce qu'il y a une tendance assez consensuelle? Ou est-ce qu'il y a des dissensions? Je ne cherche pas la dissension, bien au contraire, mais juste savoir s'il y a des modes de pensée, des modes de transmission différents. Il y a toujours des modes de pensée de transmission différents. Il y a souvent des amalgames. Il y a des gens qui font des amalgames avec les constellations familiales, par exemple, qui est quelque part une autre façon de travailler au niveau du transgénérationnel. Il y a des personnes... En fait, ça vient... La teneur, je dirais, la colonne vertébrale est toujours la même. Je dirais que les différences viennent des outils qu'on va utiliser, peut-être pour déprogrammer et reprogrammer en fait des fonctionnements qui ne conviennent pas à la personne. Alors, peut-être la différence, c'est important de le souligner, c'est que vous allez travailler face à face avec votre... moi, j'ai tendance à dire patient, pardon, parce que c'est ma déformation. J'ai pas le droit. Oui, je sais. Moi, c'est ma déformation. Donc, votre client. Mais oui. En revanche, la constellation familiale, c'est une espèce de transfert qui va s'opérer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si c'est intéressant, de la différence peut-être? Je vous prie de m'excuser. Ah ben. Alors, c'est pas de la vodka, je vous le dis, hein, quand même, parce que je pense que... Alors, en fait, la constellation familiale, alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont vu une série qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier et qui montre très, très bien la constellation familiale. Et en fait, dans la constellation familiale, alors, moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Par contre, j'en ai vu effectuer. Et effectivement, on va travailler sur une personne et les autres personnes qui sont donc autour d'elle vont prendre la place d'un de ses parents. Et en fait, la personne qui guide va pouvoir, grâce à des mots, à des questions ciblées, en fait, faire en sorte que ces personnes-là
puisse ouvrir, faire émerger en fait les problématiques qui pourraient amener au fonctionnement négatif de la personne. Alors, juste un petit détail, je vois par exemple mon fils Robin qui travaille avec moi depuis des années. Lui fait des constellations personnelles parce qu'il travaille en hypnose et fait visualiser la famille. Alors, c'est sa technique à lui, mais ça fonctionne très très bien. Donc, c'est pas de la psychogénéalogie pure comme je la fais moi. On n'est pas dans une constellation familiale en groupe. C'est perso, mais voilà, franchement, donc après, chacun avec ses propres outils, avec sa personnalité, peut adapter et travailler sur l'histoire familiale. Le but en étant toujours d'aller chercher le transgénérationnel, comprendre hier, aller chercher ce qu'il y a eu hier pour comprendre comment on est aujourd'hui. Ouais. Et là, juste à ce stade, je précise juste que vous avez arrêté les consultations. Oui, c'est votre fils Robin donc qui prend le relais avec sa technique, inspiré par votre enseignement et ses propres outils comme vous le dites. Mais vous êtes dédié maintenant à la formation. C'est ça. Je ne fais plus depuis 4 ans. Je ne fais que de la formation. D'accord. Et alors, comment on peut définir vous avez dit 2 termes qui, j'ai l'impression que c'est redondant ou synonyme, je ne sais pas encore, psychogénéalogie et transgénérationnel. C'est quoi le lien? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est… Ouais, c'est la même chose. La psychogénéalogie et donc l'analyse transgénérationnelle, en fait, c'est la même chose. D'accord. On va travailler après, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger qui a créé la psychogénéalogie donc dans les années 60 ou 70, qui a créé ce mot de psychogénéalogie parce que elle était psychologue et elle se rendait compte quand elle allait visiter des gens dans les hôpitaux, par exemple, qu'il y avait des maladies qu'elle retrouvait dans la famille de la personne et qui se déclenchaient au même âge, ou alors des gens qui décédaient au même âge. Et c'était une des premières à se poser la question en se disant mais tiens, c'est quand même bizarre, est-ce qu'il y aurait autre chose que la couleur et des cheveux qui passerait dans les gènes? Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de passage de traumatisme en fait qui circulerait dans les mémoires cellulaires? Aujourd'hui, on a la chance que la science a beaucoup évolué, qu'on a une branche qui s'appelle l'épigénétique et qui a prouvé aujourd'hui qu'un traumatisme non dépassé peut causer une évolution sur un gène comme une cicatrice. Et aujourd'hui, il est prouvé que cette cicatrice, on peut la retrouver sur au moins 3 générations. Parce qu'on n'a pas le recul pour voir plus loin. Oui, mais c'est déjà ça que de voir. C'est déjà énorme. Je crois que c'est en Suisse, je crois, ils ont fait ce travail, c'est ça, je me trompe? C'est ça. Hein, c'est Ariane Jacobino qui est au CHU de Genève. J'ose pas imaginer l'impact que ça a dû avoir sur certains négationnistes, que si j'ose dire, qui disaient bon non, ça c'est des conneries, c'est pas possible que ça soit. Et finalement c'est gravé. On va y revenir sur la science. Juste une remarque de Djeloul, effectivement, vous avez raison Djeloul, pardon si je me suis mal exprimé. Les constellations sont soit individuelles, soit collectives. C'est ce qu'a dit effectivement Véronique. Et ce que fait Robin justement, c'est que au lieu que ce soit à plusieurs, il le fait seul. Donc merci pour cette correction de ma part, venant de moi. Et donc, si on doit définir, la psychogénéalogie, c'est quoi? C'est un travail de psychothérapie, c'est de la psychanalyse, c'est quoi? C'est un travail d'hypnose. En quoi ça consiste? Alors, déjà, on doit identifier les traumatismes familiaux et leurs répercussions sur la descendance. Les personnes qui viennent nous voir, souvent, ont des fonctionnements négatifs, ont des schémas qui se répètent. Je rencontre toujours le même style de personne, il m'arrive toujours les mêmes choses. Donc, on a des choses qui sont redondantes et du coup qui questionnent la personne. Et alors, il y a des personnes qui sont extrêmement fatalistes, qui disent c'est normal, dans la famille c'est comme ça, donc si je suis comme ça, c'est normal. Et puis, il y en a d'autres quand même qui se disent il y a peut-être quelque chose derrière à creuser. Et donc, effectivement, on va travailler sur l'arbre familial. Alors, il y a 2 façons de travailler en psychogénéalogie. On va travailler sur la famille de la personne. Il y a des personnes qui viennent nous voir qui n'ont pas de famille, en tout cas qui n'ont pas connaissance de leur famille. Donc, on va pouvoir aussi travailler sur elles. Pourquoi et de quelle façon? Lorsqu'on a la famille et des renseignements, on peut parfois remonter jusqu'à la personne qui a vécu le traumatisme. Ce traumatisme ayant donné une émotion donc, qui était négative, et c'est cette émotion qui circule de génération en génération et que certaines personnes de la famille vont récupérer, parce que tout le monde ne récupère pas les miasmes du traumatisme. Mais du coup, quand on a connaissance en fait de la première personne qui a vécu le traumatisme, c'est simple parce que là,
on va travailler sur le fait de se détacher de l'histoire de cette personne. Mais si on n'a aucun renseignement sur cette histoire, sur cette famille, sur cette personne qui a vécu le traumatisme, on va directement travailler sur le fonctionnement délétère, le fonctionnement négatif de la personne pour le déprogrammer. Donc là, je parle en fait plutôt de neurosciences. Bon, je me suis, je dirais, un peu formée en neurosciences et en épigénétique, mais bon, voilà, je ne suis pas une scientifique. Et donc, on va aller travailler sur la déprogrammation de ce fonctionnement et reprogrammer un fonctionnement qui correspond à la personne, en fait, parce que il y a une gymnastique qui se fait à ce niveau-là et qui peut faire comme dans un ordinateur, en fait. On déprogramme, on reprogramme. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître et reconnaître toute son arbre généalogique jusqu'à Louis XIV. Et si on n'a aucune information, effectivement, on peut quand même déprogrammer. Ça ne veut pas dire que l'engrammage n'est plus là, mais peut-être qu'on dissocie l'expression de l'émotion dans le corps. Exactement. Dans l'esprit, on le dissocie, on sépare les choses. Donc la personne, si elle a eu connaissance que un parent lointain a eu cet événement, l'événement reste présent évidemment, mais il n'est plus exprimé dans le corps du patient, c'est ça? Du client, pardon. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que la psychogénéalogie a beaucoup évolué, mais comme je dirais toutes les thérapies, en tout cas la plupart, puisque Anne-Anselin Schutzenberger, elle est remontée jusqu'à 10, 12, 15 générations. Et effectivement, il y a des gens qui font leur arbre généalogique, mais je serais tentée de dire, on a l'état civil, on va retrouver l'état civil. Nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, on va analyser les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès, etc. Mais ce qui est important et ce qui va beaucoup nous apporter, ce sont les événements de vie et les traumatismes qui, en fait, génèrent donc des problématiques sur la descendance. Je comprends. Mais Véronique, vous êtes d'accord que enfin moi j'ai tout ce questionnement. Est-ce que l'événement doit être absolument important ou ça peut être juste un passage très simple qui semble anodin, voilà, chercher le mot, qui semble anodin. On n'est pas forcément, pardonnez-moi mes outrances, mais est-ce qu'on n'est pas forcément avoir été violé ou avoir victime d'attentat pour être le récipiendaire de tout cela? Est-ce que ça peut être juste un événement anodin? Alors, en fait, ce qui peut être un événement anodin pour vous peut être quelque chose de gigantissime pour moi. C'est ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend l'exemple que vous avez cité, 10 femmes peuvent se faire abuser et en fait, ne pas le vivre de la même façon. C'est ça. Il y en a qui vont développer une colère intense, il y en a qui vont être tristes, il y en a qui vont avoir une injustice profonde. Voilà. Donc, en fait, c'est chaque personne qui va donner l'intensité suivant son histoire à ce qu'il est en train de vivre. Et d'ailleurs, il ne faut jamais prendre aucune problématique en dérision. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir avec des choses qui auraient pu, je dirais, être risibles, parce qu'on se dit, bon, oui, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'était quelque chose d'énorme et ça leur bouffait la vie complètement. Donc, est-ce que vous avez un exemple en tête, là, justement, de quelque chose, là, si vous l'avez en tête, ou peut-être plus tard vous l'aurez? Oui, je vais donner l'exemple de cette dame. Alors, c'est un peu trivial, mais je le dis quand même. C'est une dame d'un âge qui vient et qui me dit, en fait, j'étais partie voir ma sœur malade et quand je suis revenue un jour avant à la maison, je suis rentrée. Et donc, horreur, malheur, j'ai trouvé mon mari sur le canapé en train de se masturber devant une cassette vidéo. Oui. Et elle me dit, il m'a trompée. Et je ne pourrais jamais dépasser ça, c'est pas possible. C'est la première fois, ils avaient vécu 35 ans ensemble. Et elle me dit, mais vraiment, et elle était blessée, mais au plus profond d'elle-même par rapport à ça. Je pouvais pas lui dire, mais madame, tous les hommes regardent des cassettes vidéo, et pas que les hommes. Non, pas tous. Donc... Attention, pas de généralisation, pas tous. Bon. On va rien dire. Et puis du coup, effectivement, ce qui était important, c'est que quand on a discuté avec cette femme-là, l'impression qu'elle a eue, parce qu'on va beaucoup travailler sur les émotions, l'impression qu'elle avait eue, c'est je me suis sentie abandonnée. Bon. Quand je l'ai vue, je me suis sentie abandonnée. Donc tout de suite, évidemment, j'ai rebondi sur ce mot abandonné. Et lorsqu'on est allé investiguer sur son histoire, quand elle était enfant, son père est parti.
Et en fait, elle ne s'est jamais remise du fait que son père divorce de sa mère et quitte la maison. Et en fait, elle s'était sentie abandonnée par son père. Et cet événement a fait que du coup, en fait, ça a réactivé son traumatisme. Ouais. Et à la fin, elle m'a fait rire. C'était une petite mamie. À la fin, elle me dit, vous devez quand même me prendre pour une gourde, hein. Comme ça. Et évidemment, je me suis mis à rire. Mais voilà, toujours prendre tous les événements en considération, parce que pour elle, en fait, c'était très, très important. La preuve, ça venait d'un autre traumatisme qu'elle avait vécu. C'est ça. Mais cette proportion n'est pas toujours facile à déterminer, parce qu'on peut se dire, effectivement, c'est toujours des gros événements qui donnent des grosses manifestations, mais en fait, non. Et là, pardonnez-moi d'insister un tout petit peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à sous-estimer les événements qui semblent anodins. Ça, c'est important. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas un gros traumatisme. C'est un enfant qui arrive dans une famille qui n'est pas aimante, par exemple. Alors, l'enfant peut avoir des jouets ou des jeux à outrance, peut avoir de la nourriture et peut être bien élevé, propre, etc. Mais en fait, peut grandir avec un manque d'amour qui va faire que cet enfant, à un moment donné, va se poser la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que mes parents ne m'aiment pas? Ou alors, est-ce que je suis assez bien pour que, voilà, parce que mes parents ne m'aiment pas? Ou alors, peut-être que je suis pas vraiment bien et c'est pour ça que mes parents ne m'aiment pas. Et en fin de compte, à la base, on pourrait se dire, c'est pas un énorme traumatisme, c'est-à-dire on n'a pas vécu un choc émotionnel, voilà, qui a été un coup près. Mais c'est une construction qui fait que du coup, l'enfant va s'adapter à un fonctionnement et ça va construire comme une blessure. Je suis blessée parce qu'on me dit jamais que je suis beau, que je suis belle, que je suis compétent, que j'ai une bonne note et que c'est bien. Et du coup, forcément, ça génère une mauvaise estime de soi, ça génère un manque de confiance en soi. Et ça peut se répercuter toute sa vie. C'est des enfants qui vont grandir et qui peuvent devenir des adultes sans cesse en recherche d'amour et de reconnaissance autour d'eux. Et lui, cet enfant, est-ce qu'il reproduit quelque chose que les parents auraient pu vivre, ou même à l'inverse? Est-ce que c'est une reproduction de schéma ou c'est une inversion de schéma? La plupart du temps. Alors, en fait, c'est assez simple. Alors, je vais être assez rapide, je vais faire des liens rapides, mais c'est pas si simple que ça. Et en fait, souvent, soit on répète, soit on répare. D'accord. Donc, effectivement, je n'ai pas été aimée par mes parents, mais parce qu'ils ne savent pas faire. On ne les a jamais aimés, on ne leur a jamais donné des preuves d'amour. Du coup, ils se sont construits sans savoir le faire. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc ça, on est dans une répétition de schéma. Et puis, il y a un moment donné où là, il va y avoir ce qu'on appelle une réparation. La seule problématique qu'il y a, c'est que souvent, les répétitions et les réparations sont en XXL. C'est-à-dire, si j'ai pas reçu d'amour, je suis capable d'en donner à outrance. D'accord. Ouais. Et donc, souvent, c'est l'équilibre qui est plus difficile à trouver. Ah, je comprends. Ouais, donc c'est vraiment cette balance à trouver, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions, évidemment. On va essayer de les prendre au gré de vos propos. Il y a Emmanuel qui dit les trous dans le génosociogramme est-il problématique lors de la thérapie? J'ai pas compris le début de la phrase, pardon. Pardon, je vous en prie. Est-ce que les trous dans le génosociogramme sont problématiques dans la thérapie? Non, vous avez. Alors, pas forcément. C'est-à-dire qu'après, chaque génogramme est propre à chaque personne. Et alors, je dis toujours, et ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier-là, je dis toujours que lorsqu'on décide d'évoluer, de changer, et lorsqu'on est prêt, parce que parfois on peut avoir envie de changer, mais on peut avoir des résistances, on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Lorsqu'on est prêt, il y a toujours les éléments qu'il faut pour pouvoir évoluer. Et parfois, ce n'est pas la famille qui les amène, mais lorsqu'on commence à questionner, ça peut être l'entourage, les amis, les connaissances, etc. On retrouve, j'ai des gens qui ont retrouvé des choses exceptionnelles. Moi, je me rappelle d'une de mes élèves qui me disait, moi, du côté de mon père, il est orphelin. Il a été déposé devant un couvent de bonnes sœurs. Et en fait, je connais rien de son histoire. Et en fait, ça s'est terminé avec les recherches, et son père s'y est mis, du coup, ils ont retrouvé, alors une histoire fantastique, mais ils ont retrouvé en fait toute l'histoire de ce monsieur. Et donc, elle a pu remonter, et c'était génial en fait, parce que le monsieur, son père a pu réhabiliter sa mère. Il pensait qu'il avait été abandonné, mais il y avait une histoire derrière. Enfin, il y a eu beaucoup de réhabilitation. Et je dis souvent que quand les gens arrivent en psychogénéalogie, ils pensent avoir une histoire moche.
Hmm. Et quand ils repartent, ils ont la même histoire, mais elle est belle. Ah, elle est réinterprétée ou C'est réanalysée. ça. Ouais, je C'est comprends. ça. Hmm. Mais en fait, on voit toujours qu'une chose. Il y a toujours une relecture aux choses. Et souvent, on arrive avec, on voit ça comme ça, et du coup, on voit pas qu'à côté, il peut y avoir une lecture différente, d'autres hypothèses. Oui, mais après, c'est vrai on est quand même dans une génération où Freud a fait quand même pas mal de mal en disant bah c'est la faute de quoi que tu fasses, c'est la faute de ta mère. Donc voilà, donc il y a quand même un lourd passé de culpabilisation, d'accusation et de C'est clair. systématisation. En revanche, il y a une question que je vais réinterpréter de Muriel. Merci pour vos questions. Comment sait-on que cela vient de la famille? Et j'extrapole aussi. Comment on sait que ça vient pas de son patron ou de son collègue ou de son mari? Alors là, il y a un truc génial. Ouais, vous avez Allez. dit un truc top. C'est que très souvent, si on prend donc le diagramme familial avec toutes ces problématiques, eh bien, la plupart du temps, ce diagramme, on le retrouve au niveau donc du professionnel. Ah. Si par exemple, j'ai manqué de reconnaissance de mon père, eh bien, très souvent, je vais tomber sur un patron pour lequel je vais faire un maximum de choses et qui pourtant ne va jamais venir me dire que c'est bien, que j'ai bien travaillé, etc. Et ça, alors je l'ai vu plein de fois. Je ne veux pas généraliser, attention, je ne Ah non, bien généralise sûr, absolument pas, mais c'est extrêmement fréquent. Ce que je vis avec le patron, après, il y a une représentation familiale. Au niveau du père, le père, c'est sécurité, autorité. Au niveau de la mère, c'est affectivité, créativité. Et puis après, il y a les frères et sœurs qui peuvent être les collègues de travail avec qui on peut vivre la même chose. Et souvent, quand on a des soucis au travail, c'est qu'on a quelque chose à régler avec la famille. Souvent. D'accord. Donc il y a une reproduction de schémas. Donc ça aussi, c'est analysé, à interpréter, à Oui, mouliner pour pouvoir comprendre tout cela. Hein. tout à Donc, fait. Et je vais juste faire une parenthèse. Parfois, effectivement, ça ne vient pas forcément de la famille parce qu'on peut aussi en psychogénéalogie travailler sur un traumatisme qu'a vécu la personne pendant l'enfance et qu'elle porte comme un fardeau lourd depuis des années. Et on va travailler avec les mêmes outils puisqu'on va déprogrammer ce traumatisme qu'elle a vécu pour reprogrammer autre chose. Donc, on peut aussi travailler sur des événements qui sont arrivés dans sa vie, en fait, dans la vie de la personne, sans que ça soit arrivé dans la famille. ouais, mais c'est de la super prévention, ça. C'est-à-dire que plus qu'on a nettoyé, si j'ose dire, ce trauma, on va éviter que ces enfants, s'ils en ont, si cette personne en a, puissent les Alors, recevoir. j'aime pas le mot prévention parce que du coup, on ne fait pas de prévention en psychogénéalogie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si la descendance va répéter ou réparer. D'accord. Ouais. Vous savez, je prends toujours l'exemple du bébé qui commence à marcher et du coup, pour pas être embêté, on le met dans le trotteur. Ouais. Et du coup, le bébé, il va partout avec le trotteur. Et puis, à, je sais pas, 12 mois, 18 mois, je me rappelle même plus quand un bébé commence à marcher. Ils sont grands, les miens. Et bien, du coup, ce bébé-là, on va l'enlever et il va se casser la figure parce qu'il n'aura pas construit les muscles de ses jambes à se casser la figure, se relever, se casser la figure et se relever. Et si vous voulez, moi, je parle comme ça et je suis comme ça. Je me dis, on ne peut pas faire de prévention parce qu'on a tous besoin d'expérimenter pour derrière évoluer. Et si on n'expérimente pas, là, on se casse vraiment la figure et c'est souvent difficile pour se relever. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je me détache de fonctionnements qui me viennent de mes parents et mes grands-parents, c'est détaché d'office chez mes enfants. D'accord. Parce que du coup, je coupe le schéma répétitif. Alors pour celles et ceux qui, petite parenthèse, qui mettent les enfants sur le Yopala, s'il vous plaît, parle d'ostéopathe. Ne mettez pas les enfants dans le Yopala, c'est une catastrophe. Je parle ostéopathiquement parlant, fonctionnellement. Mais ça, c'est une parenthèse. Rien à dire, le Yopala. S'il vous plaît. Djeloul, merci de poser cette question. Au niveau du traumatisme ou loyauté invisible, est-ce qu'une personne ayant vécu le viol et l'inceste dans la famille, est-ce qu'un descendant porte le traumatisme s'il est victime à son tour d'inceste? Alors, ça peut. Ouais. Ça peut. On peut avoir plusieurs choses qui se passent dans la descendance. Déjà, la peur. J'ai pu voir en fait des femmes qui avaient peur des hommes alors que les hommes ne leur avaient jamais rien fait. Voilà. Ouais. Et elles ignoraient qu'il s'était passé quelque chose au-dessus. Il peut y avoir, par exemple, alors j'ai un autre exemple à vous donner, donc si on parle de ce sujet-là, c'est cette jeune femme qui avait un petit copain depuis déjà pas mal de temps
Et lorsqu'en fait il faisait des câlins, tous les préliminaires se passaient bien et au moment de la pénétration, c'était blocage total, par exemple. Ouais. Et effectivement, il peut y avoir des répétitions et sur le fait qu'il y a des familles en fait où il y a des incestes de génération en génération. Ouais. C'est malheureux, mais ça s'ancre comme une espèce de normalité qui n'est pas remise en question et donc il y a une pulsion derrière. Alors ça peut paraître grave quand je dis ça, mais pour l'avoir vu moi-même et travailler dessus, effectivement, je peux recevoir des gens. Je me rappelle d'un monsieur qui avait été abusé par son père, qui avait été abusé par le grand-père, qui avait été abusé. Et en fait, donc, voilà, il y avait une répercussion comme ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur la science? Je ne sais pas si on a une explication tant physique, physiologique, biologique de cette transmission. On a parlé tout à l'heure des travaux en Suisse. Marianne Jacobino. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Est-ce que vous avez bossé là-dessus pour savoir comment physiologiquement ça se fait? Parce que comment la transmission se fait, comment le gène, parce que vous avez parlé d'épigénétique, comment le gène peut être influencé par ce fameux environnement et non pas par cette transmission génétique directe. Alors, on va dire que je suis pas assez costaud, mais je vais le dire à ma façon avec mes mots à moi. Donner une idée, il n'est pas question de… Voilà, je travaille beaucoup. Le parrain de la fédération de psychogénéalogie, donc, et en plus docteur en biochimie et chercheur en biologie moléculaire. Du coup, il me donne des cours de temps en temps. Et effectivement, donc, ce qui se passerait, alors je dis ce qui se passerait parce que je ne suis pas scientifique, c'est qu'effectivement, il y aurait donc des gènes qui évolueraient alors par un traumatisme non dépassé, par l'environnement extérieur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent pas besoin d'un traumatisme pour qu'il y ait une évolution des gènes. On le retrouve d'ailleurs chez les jumeaux monozygotes. On a eu d'exemples de jumeaux monozygotes qui avaient le même génome. Monozygote, c'est-à-dire qui sont dans le même œuf. D'accord. Voilà, dans le même œuf. Qui ont exactement le même génome. Et on a eu l'exemple de 2 enfants qui avaient été élevés dans 2 familles différentes. Et en fait, déjà, physiquement, ils n'avaient pas du tout la même allure, alors qu'au départ, ils étaient vraiment identiques. Au niveau des caractères, au niveau de plein de choses, il y avait des différences. Et c'est d'ailleurs ces histoires-là qui ont poussé les gens qui font de l'épigénétique à s'y intéresser. Et ils se sont rendus compte, parce qu'en fait, il y a des années en arrière, les scientifiques pensaient qu'on naissait avec un génome et qu'on mourait avec le même génome. Et bien en fait, chez ces gens-là, au départ, qui était le début des expériences, ils sont aperçus qu'à une trentaine d'années, ils n'avaient déjà plus le même génome parce que des gènes avaient évolué. Oui, donc il y a une vraie modification physique. Oui, c'est pas que morphologique. Après, c'est la méthylation de l'ADN, si je veux partir, mais voilà. Épargnez-nous ça, parce que c'est… Ouais, non, je vais bien vous l'épargner. Vous les gardez. Voilà, mais en tout cas, la science peut le prouver parce que voilà, il y a des choses derrière. D'ailleurs, ils ont travaillé aussi beaucoup sur ce qui s'est passé avec la Shoah, puisque on s'est rendu compte en fait que les descendants de la Shoah et parfois qui n'avaient pas du tout vécu tous les traumatismes portaient des peurs et des miasmes qui étaient en lien avec le traumatisme de leurs parents ou de leurs grands-parents. Alors, si je peux me permettre une remarque, parce que vous me faites penser, j'avais pas fait le lien. J'avais constaté que beaucoup de personnes ayant vécu la Shoah étaient atteintes de Parkinson. Et Parkinson, ça fige. Donc, une espèce de soumission. Pardonnez-moi pour celles et ceux. Attention, je ne veux blesser personne. Il n'y a pas de jugement. En décodage, le Parkinson, si je me rappelle bien, c'est qu'en fait, je vis un traumatisme qui m'empêche d'aller de l'avant. Alors, je peux pas aller à l'arrière, je peux pas aller de l'avant. Et en fait, il y a cette espèce de… voilà, et effectivement… j'ai travaillé, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en décodage biologique, et j'ai travaillé sur des gens qui avaient Parkinson, et souvent il y avait eu un événement à un âge précis, même si la maladie était intervenue beaucoup plus tard, mais dans leur tête, quand on discutait avec ces personnes, ils étaient bloqués sur un événement précis. Donc là, on est dans le cas de figure où la personne a vécu l'événement. Donc, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire c'est la personne dans son vécu. Et là, on n'est pas dans le transgénérationnel. C'est ça. Mais pour les descendants de la Shoah, oui, c'est différent. Et là… Donc, ça, on ne serait pas surpris, hélas, de voir certaines personnes descendantes avoir ces pathologies, parce que
il serait récipiendaire de tout cela, effectivement. Oui. La On question. a vu pendant les guerres aussi, on a des descendants de gens qui ont vécu la guerre, qui ont les placards remplis à ras-bord de nourriture, et en fait avec des peurs de manquer, parce qu'en fait, quand on va chercher dans la famille, eh bien, il y a eu du manque, il y a eu même de la famine, et du coup, donc voilà, il y a beaucoup de répercussions de ce type-là, en fait, quand il y a eu des traumatismes au-dessus, des traumatismes familiaux. Là, c'est juste des dépenses superfétatoires, mais heureusement, c'est plutôt dans le positif d'avoir le remplacement. Oui. Mais en attendant, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est inexplicable et on se dit, mais arrête, pourquoi tu remplis tes Oui, placards? mais C'est ça bon. peut créer des angoisses. Bien Ça peut sûr. créer des angoisses. Donc voilà, et parfois les angoisses Ouais. sont pas très agréables à vivre. Ouais, je n'ai que deux paquets de sel, et alors qu'il m'en faut trois, et ça peut être Exactement, exactement. une caricature un petit peu, mais c'est Et vrai. un maman, tu m'entends? Non, parce que Non, j'ai non. mes parents qui sont en train de me regarder donc en bas, donc elle se reconnaîtra. Maman, si tu nous écoutes, hein, on vous embrasse. Alors, Voilà, on t'embrasse, maman. avant on va évoquer vos ouvrages juste après, mais j'aimerais bien savoir comment les gens viennent vous voir. Est-ce ils disent bon voilà, je sais pas quoi, un eczéma, je suis sûr que c'est à cause de ma grand-mère, ou bien ils disent j'ai un eczéma, est-ce que vous pouvez me soigner? Je caricature évidemment, mais comment ils viennent? Alors, je serais tentée de dire qu'en fait, donc j'ai eu un cabinet, enfin deux cabinets, puisque j'ai changé de région à un moment. Au départ, j'ai travaillé beaucoup avec des médecins qui, au départ, m'envoyaient des gens en sophrologie. Et après, effectivement, quand les gens viennent pour gérer les émotions, moi, je vais travailler après donc sur le transgénérationnel. Et puis, je dirais que j'ai eu aussi cette chance, petit à petit, que la thérapie commence à s'ouvrir, à se faire connaître. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins, donc sur Cannes, puisque j'étais dans la région de Cannes, dans la région de Millau, et qui eux-mêmes étaient très intéressés par le transgénérationnel parce que forcément, quand ils recevaient leurs patients, ils voyaient qu'il y avait, et souvent ils connaissaient la famille, les médecins de campagne connaissent souvent la famille de génération en génération, et ils disaient, mais oui, c'est bizarre, dans cette famille, ils ont tous le même problème au même âge. Donc en fait, très souvent, voilà, les gens venaient. Alors après, j'ai créé assez rapidement une chaîne YouTube, donc il y a des années, alors qui était très archaïque au départ. J'avais d'ailleurs pas mis le téléphone dans le bon sens. Ma fille m'a dit, tu sais, c'est voilà. Mais du coup, les gens ont commencé à s'ouvrir à ça et comprendre qu'il pouvait y avoir une réponse déjà à leurs problèmes, qu'ils n'étaient pas tout seuls et que ce soit n'importe quelle problématique, il y avait très souvent une explication derrière. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, Après, c'est le bouche à oreille et mais ça peut être j'ai des crises d'angoisse, je sais pas pourquoi, il m'arrive toujours la même chose, je porte une émotion et pourtant j'ai pas de raison d'avoir cette émotion. Voilà, donc ça peut être divers et varié en fait. Juste, en fait, on peut juste vous poser la question et c'est vous qui faites le tri, hein, de savoir si C'est c'est ça. dans sa vie actuelle ou bien ça a une connotation. C'est votre questionnement et justement, ça m'amène. Et ne vous inquiétez pas, Marie, Djeloul et Emmanuel, je vais poser vos questions au fur et à mesure, bien sûr, mais je voudrais connaître un petit peu le fonctionnement quand on vient vous voir, à part que vous êtes très aimable et que vous dites bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Comment Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'on a dit, hein, que vous étiez très aimable. Enfin bon, ça c'est. Ouais, ça change de ce que vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra. Bon, d'accord, ok. Alors, on reste comme ça. Hein. Bon, moi, ça vient de mon grand-père, ce côté mal aimable. Il va falloir travailler en psychogénéalogie. On va travailler tous les deux. Et donc, dans l'ordre de la consultation, comment ça se passe? Vous avez un questionnaire type où vous allez. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que dans la plupart des cas, la personne qui arrive avec une problématique type, eh bien, on va pas du tout travailler sur ça. Parce qu'en fait, les gens n'aiment pas souffrir. Et du coup, dans la plupart du temps, on va pas là où ça fait mal. Les gens arrivent avec un symptôme. J'ai un symptôme. Oui. Donc, j'ai mal là, j'ai ça, il m'arrive toujours ça. Et ça, ce sont des symptômes. Mon travail à moi, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière le symptôme. Donc, je vais travailler en posant des questions ouvertes et ciblées à la personne. Donc, j'écoute tous les mots parce que les mots sont importants.
Il y a des gens qui répètent plusieurs fois. Le jeune homme qui me dit je viens vous voir parce que j'ai jamais le temps. Je me lève le matin, je sais que j'aurai pas le temps de finir ma journée. Quand je commence quelque chose, j'aurai pas le temps de le terminer. Et le temps. Et il y a un moment donné, je marque, parce que sur mon petit papier, je marque tant. Et là, je me dis il y a un souci avec le temps. Et sans parler de ça, on commence à monter le génogramme. Je vois qu'il est en lien, on en parlera plus tard, Ouais. avec son grand-père paternel. Et je lui dis vous pouvez me parler de votre grand-père paternel? Et là, mais il s'effondre en larmes. Donc je me dis j'ai dû toucher quelque chose. Et je lui dis vous me racontez, vous voulez en parler? Il me dit en fait il y a quelques années je faisais mes études un peu loin. Mon père m'a appelé en me disant ton grand-père ça va pas bien, il faudrait que tu viennes à l'hôpital parce que le médecin voilà. Et il me dit quand je suis arrivée, j'étais à fond avec la voiture. Quand je suis arrivée, mon père était sur le parking de l'hôpital et il me faisait comme ça. Il me dit vous vous rendez compte, j'ai pas eu le temps de le voir une dernière fois, j'ai pas eu le temps de lui dire je t'aime, j'ai pas eu le temps de lui parler, j'ai pas eu le temps. Et en fait, le traumatisme qu'il a vécu là avait du coup causé un fonctionnement qu'il répercutait sur toutes ses journées. Il a percuté? Il a percuté sur ça? Il a percuté. Ouais, c'est ça. Il a percuté et on a fait un acte de deuil en fait parce que il pensait que c'était fini, que c'était fichu, qu'il n'aurait plus jamais. Donc on a beaucoup parlé sur le fait qu'il allait pouvoir dire au revoir à son grand-père. Donc on fait des actes symboliques écrits. Donc là, vous posez un acte, c'est ça. Ouais. Ça. Là, il n'y a pas besoin, en l'occurrence, là, en l'espèce de ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de l'hypnose, de la régression hypnotique ou de l'EMDR, je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, il suffisait de poser l'acte puisqu'il avait vu, il avait compris. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, voilà. Et après, effectivement, il peut y avoir des répétitions. En ce qui concerne, par exemple, les secrets de famille. Les secrets de famille, alors à la première génération, ça s'appelle un non-dit. On ne dit pas, alors ça me touchait beaucoup les suicides, les maladies honteuses, des choses comme ça, on n'en parlait pas du tout. D'ailleurs, on n'enterrait pas au niveau de la religion les gens suicidés. Hein. Donc du coup, soit on mentait sur le décès, soit on les enterrait la nuit quand personne ne venait. Et la première génération, c'est un non-dit, et les générations suivantes sont des secrets de famille. Et en fait, on peut retrouver dans les mots des gens des indices qui vont nous dire qu'il y a peut-être eu des choses qui sont passées et qui ont été cachées. D'accord. Après, il y a des phrases. Alors bon, on dit que quand on se marie, on se passe la corde autour du cou, mais c'est pas anodin. Je veux dire, voilà. Après, il y a des séquelles physiques. Par exemple, chez les pendus, on peut retrouver des séquelles physiques au niveau de la gorge, des dents, chez la descendance. Ah oui. On peut retrouver des gens qui détestent qu'on leur enferme le cou comme ça. Et ça, c'est panique. C'est des gens qui peuvent partir dans tous les sens si on leur met les mains comme ça. Donc, il peut y avoir comme ça soit des mots, soit des choses qui se retrouvent au niveau physique chez la descendance. Et donc, vous, lors de votre anamnèse, parce qu'on appelle ça comme ça, de votre questionnaire, Isole, prenez le temps de boire tranquillement, si vous voulez. Il y a pas, vous avez un certain nombre de processus, de questions qui vous éclaircit au fur et à mesure le chemin. Et à un certain moment, vous arrivez à discerner si c'est transgénérationnel ou au niveau de son vécu actuel. C'est ça. Et puis très souvent, on a l'impression qu'on sait plein de choses de sa famille alors qu'on ne sait rien, parce que la majorité des gens ne posent jamais de questions. Les gens, en fait, ils prennent ce qu'on leur dit. Mais du coup, ils ont l'impression d'en savoir, mais la majorité des personnes que je rencontre, moi y compris, je veux dire, j'ai investigué sur ma famille parce qu'il y avait plein de choses que j'ignorais et que j'ai compris, du coup, avec les répercussions que moi, j'avais sur ma propre histoire, quoi. Maman, papa, si vous le écoutez, Il y a une question. Oui, ils sont là, ils savent. Hein. Et là, on entend que vous ne culpabilisez pas. Que vous culpabilisez personne. Absolument pas. Alors, et on n'est absolument pas là. En fait, ce n'est de la faute de personne. Moi, s'il y a des gens psychogénéalogiques, alors comme j'ai pu entendre quelqu'un à la radio, à une émission de radio, une dame qui faisait de la psychogénéalogie, qui disait, de toute façon, on a des problèmes, ça vient toujours des grands-parents. Et boum. Et alors là, j'ai été scotchée parce que c'est faux. C'est faux. Je veux dire, les gens de notre famille ont tous fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eu. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous, on a récupéré quelque chose de façon visible ou invisible, on en parlera au niveau de... parce qu'effectivement, il y a des transmissions qui se voient, qui sont visibles, puis d'autres, en fait, qui sont un peu cachées. Et bien, en fait, on a tous la capacité de se remettre en question pour changer et évoluer. Oui, donc, encore une fois, on a le choix. Fatalité.
on a le choix, c'est-à-dire on On a a le le choix, choix on a toujours de le choix. rester, on a le choix d'avancer, c'est ça? Voilà. Et nos parents, nos grands-parents et tous les autres, il ne faut pas oublier qu'ils nous ont aussi passé des choses super sympas. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séance avec quelqu'un où je ne vais pas dire, mais attendez, il n'y a pas que du négatif dans votre histoire. Il y a aussi plein de choses positives qui vous ont fait comme vous êtes et qui ont fait la belle personne que vous êtes. Oui, mais enfin, il faut surtout pas oublier aussi que c'est pas parce que ils nous ont transmis des choses pas bonnes, ils nous ont transmis quand même l'essentiel, c'est la vie. Hein. Ah mais Faut oui, pas oublier. ça c'est clair, ça c'est clair. Et puis souvent il y a des gens qui disent ah cette grand-mère je l'aimais pas parce qu'elle était comme ça. Et quand on commence à réfléchir et à analyser l'histoire de la grand-mère, eh bien souvent, enfin la plupart du temps, j'ai en fin de compte, ben elle a été costaud de vivre ça et puis ben je comprends qu'elle puisse être comme ça. Mais en fin de compte, je l'aime bien cette grand-mère. Ouais, finalement, finalement. Question très pratique de Marie qui dit faut-il venir ou est-ce que vous savez aider / travailler à distance pour les personnes géographiquement éloignées? Alors là, pour le coup, Alors c'est Robin. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à distance, il y a des gens qui travaillent en présentiel. Parce que pendant des années, on me téléphonait en me disant, j'habite là, est-ce que vous auriez formé quelqu'un là ou un psychogénéalogiste là? Du coup, il y a quelques années en arrière, j'ai créé la Fédération française de psychogénéalogie, Voilà. dans laquelle il y a un annuaire des psychogénéalogistes. Alors, tous n'y sont pas inscrits, mais il y en a en France, à l'étranger. Et donc, vous avez aussi des gens qui travaillent en visio. Par exemple, mon fils, lui, travaille uniquement en visio. Donc voilà, en fait, tout dépend de la personne qui travaille et son envie. Moi, j'ai toujours préféré travailler en présentiel. Voilà, j'ai mis dans le chat le lien de la fédération de psychogénéalogie.com. Oui. Voilà. Hein, et je suis présidente et cofondatrice, Robin est cofondateur, et Nathalie Ovita. C'est quoi Nathalie Ovita? Nathalie Ovita, donc c'est le parrain. C'est le parrain. Ouais. En fait, pendant des années, pendant des années, j'ai formé en EHPAD et en hôpitaux. D'accord. Je travaillais à Millau quand j'habitais sur Millau. Avec un centre de formation. Et donc, ils sont venus me chercher pour travailler en non médicamenteux, justement, au niveau transgénérationnel. Pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que dans les EHPAD et les hôpitaux, eh bien, en fait, très souvent, les soignants qui ont des gens âgés, alors pour les EHPAD, des gens âgés, souvent, en fait, ils font des projections sur leur propre histoire. D'accord. Et souvent, quand on fait une projection de sa propre histoire sur une personne, un résident qui est là et qui est malmené par sa famille, eh bien en fait, le soignant peut sans s'en rendre compte en vouloir à la famille, alors qu'en fait, c'est pas du tout son histoire. D'accord. Ouais. Donc du coup, j'ai beaucoup été travailler et c'est là que j'ai rencontré donc Nathalie Ovita, qui est donc docteur en biochimie. Chercheur en biologie moléculaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, voilà. Donc, il y a un CV grand comme ça, d'ailleurs. Moi, je me sentais toute petite à côté. Et il m'a dit, Véronique, tu sais, d'ailleurs, sur mon YouTube, j'ai une vidéo avec lui. Et il m'a dit, mais moi, j'y crois vraiment à la psychogénéalogie parce que j'ai autour de moi vraiment des gens qui ont eu des soucis et qui ont, grâce à l'analyse transgénérationnelle, ont pu aller beaucoup mieux. Donc, je mets aussi le site web, comme ça vous pourrez y accéder. Jelou, je reviens sur votre question dans quelques instants. On est plutôt dans l'univers du soin là pour le moment et de la thérapie. Emmanuel vous pose la question, la thérapie est-elle plus longue et pénible pour les personnes descendantes d'ancêtres ayant vécu des crimes tels que la Shoah et l'esclavage? Est-ce que, en l'occurrence, j'extrapole la question, est-ce que c'est plus difficile, c'est plus ancré, c'est plus compliqué, est-ce que c'est plus long de les désengrammer, si le mot est juste, de les dissocier de ces événements, ou ça peut se faire aussi facilement que d'autres? Alors ouais, pas forcément, c'est pas forcément plus long. Il faut savoir qu'effectivement, ça sera souvent par rapport à la personne. Et c'est pas forcément le traumatisme et la teneur du traumatisme qui va faire que on va prendre du temps. Alors, je tiens quand même donc à préciser que la psychogénéalogie fait partie des thérapies douces et brèves. Donc, on ne suit pas les gens pendant 10 ans, et que du coup, voilà, souvent, il faut quelques séances. Et qu'en fait, ce n'est pas la teneur du traumatisme, mais souvent, ce qui fait que c'est un peu plus long, c'est la résistance. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure et j'y reviens.
Parce que la résistance, c'est quelque chose qui est important, c'est que quoi qu'on vive, quoi qu'on ait comme problématique, on a, lorsque on reste dans cette problématique, très souvent ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie grave qui nous fait souffrir, et pourtant qui, sans qu'on s'en rende compte, nous évite par exemple de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors je prends un exemple tout simple de cette dame qui avait un cancer et qui me dit de toute façon là je suis en chimio médicamenteuse et dès que ça sera fini, je suis sûre que je rechute. Voilà. Ouais. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en suis sûre. Alors, elle était vraiment... Et quand on a commencé à discuter avec cette dame, je lui ai juste dit, alors, et si vous guérissiez votre vie, ce serait quoi? Et là, elle me dit, oh, il faudrait que je retourne travailler, vous vous rendez pas compte. D'accord, ouais. Et c'est sorti comme ça, et effectivement, là, la résistance, elle est là. Alors attention, je dis pas que, on parle pas de guérison, hein, attention, loin de moi l'idée de... Mais bon, on peut travailler quand même sur des histoires comme ça. Et effectivement, la résistance, elle est là tant que le bénéfice secondaire est supérieur au traumatisme ou à la problématique. Donc, en l'occurrence, ce sont des gens qui vont peut-être venir vous voir en disant, de toute manière, je viens vous voir, mais je sais que de toute manière, j'ai fait cette fameuse errance médicale où ils ont fait de thérapeute par thérapeute. Et en fait, je viens vous voir, mais bon, je pense que même vous êtes ma dernière chance, ou alors je suis sûre que ça va pas marcher. Ou il faut toujours être le mauvais thérapeute de quelqu'un. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui est souvent poussé par la famille, par conjointe, à faire un travail pour que le couple aille mieux, par exemple, et qui n'a pas du tout envie de le faire. Et forcément, il ira chez un thérapeute qui ne va rien lui apporter, ou en tout cas, il ne va pas accrocher du tout. Et puis, c'est comme ça, je veux dire, à un moment donné, comme je dis toujours, quand on est prêt, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. C'est comme l'hypnose pour arrêter de fumer. Si on y va en disant, toute manière, ça marchera, on descend les escaliers, on fume la cigarette en arguant le thérapeute, voilà, si tu veux pas, tu veux pas. Hein. Exactement. C'est ton problème, c'est pas le vôtre en tout cas, c'est pas vous. Exactement. C'est pas vous à vous culpabiliser. En tout cas, j'entends qu'il n'y a pas de culpabilisation, j'entends qu'il n'y a pas de jugement, et j'entends qu'il y a une espèce de liberté du libre arbitre. C'est-à-dire vous respectez le libre arbitre du client. Chaque fois, je veux dire patient, pardonnez-moi. Je ne réinvente jamais son histoire. Hein. Attention, on n'est pas là pour inventer l'histoire des gens ou réinventer l'histoire des gens. Hein. Justement, et il n'y a pas d'interprétation, hein, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans la psychogénéalogie, c'est que ce sont les personnes qui arrivent avec leur histoire. C'est ça. Moi, j'ai pas d'interprétation, je monte l'arbre, je fais les liens. Vous la lisez, voilà. D'accord. C'est ça. Et en fait, c'est grâce à ces liens, en fait, qu'on analyse et que les choses. Et souvent, les gens, parce que souvent, je leur construis, enfin, c'est pas souvent, je leur construis l'arbre en face d'eux, hein, sur un grand paperboard. Et souvent, rien que le fait de construire l'arbre, ça donne un choc de voir en fait la famille comme ça. Et il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais cette famille, j'ai l'impression que j'étouffe quand je regarde mon arbre. » Ou alors, regardez, tous les couples, ils sont partis en live. Et en fait, déjà, déjà, il y a ça et c'est déjà un choc émotionnel. Ça donne un côté tangible à la chose en disant « Ah ouais, c'est ça mon histoire. » quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, c'est une remarque plus qu'une question, encore de Djeloul. Merci Djeloul d'être actif sur le chat, ça nous fait bien plaisir. Vous le connaissez peut-être? Je ne sais pas si vous connaissez Djeloul. Non, je ne pense pas qu'on se soit rencontrés. Voilà. Donc, bienvenue. Je me permets une intervention en numérologie. Souvent, l'âge auquel arrive l'apparition d'une problématique de santé peut se retrouver en divisant par 2 ou 4. Exemple, une personne qui vit un traumatisme à l'âge de 8-9 ans, à l'âge de 18, 27 ou 36, peut déclencher une maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ça peut. Alors ça peut, et en plus j'ai fait une formation en numérologie. D'ailleurs, je suis en train de rajouter des petites choses au niveau de la formation en numérologie parce que c'est génial. La numérologie, c'est pareil, c'est un outil qui est assez bluffant. Et effectivement, on peut faire des calculs. Alors c'est toujours pareil, ce n'est pas des recettes. C'est pas des règles, voilà, c'est pas des règles et des recettes, mais très très souvent on peut, par rapport aux chiffres, en fait, les chiffres et les nombres sont souvent très parlants au niveau de l'histoire de la personne. Ouais, le problème c'est que partant de là, vous n'avez pas fini de vous former parce que ça va amener à d'autres choses. Et oui, mais c'est ce qui aide à rester jeune. Eh ben oui, nous sommes bien d'accord. Et voilà. Et comme disent les textes, il faut une vie et un jour pour connaître l'ensemble de notre vie et de nos choix. Voilà. Heureusement que ce n'est pas figé. C'est une question technique aussi de Zainem, mais on va y revenir sur la formation. Faut-il avoir des prérequis, diplômes, métiers pour être formé à la psychogénéalogie?
Alors, je dirais que le plus beau prérequis qu'on doit avoir, c'est déjà d'avoir de l'amour pour accompagner les gens. Mhm. Parce que, alors, j'ai fait en sorte que dans cette formation, il y ait tout. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de psychologie Mhm. parce qu'on ne peut pas se détacher ou faire évoluer un fonctionnement qu'on ne comprend pas. Donc, les bases de psycho, d'ailleurs, je m'enorgueillis de dire que j'ai formé plusieurs psychologues parce qu'en fait, en fac de psycho, alors j'ai démarré une fac de psycho que j'ai arrêtée parce qu'effectivement, moi, je m'y suis pas retrouvée. Mais en fac de psycho, malheureusement, il n'y a pas de psychogénéalogie et toutes les psychologues que j'ai formées utilisent la psychogénéalogie dans leur cabinet. Ouais. Donc, en fait, pas de prérequis. Voilà, si ce n'est le fait d'avoir l'humilité de se remettre en question et de se faire accompagner, parce que en fait, déjà, on a tous une histoire qu'on n'a jamais réglée, puisque du coup, il nous faut une vie et un jour pour la régler, et je pense beaucoup plus, et que du coup, très souvent, ce sont les clients qui viennent nous voir et qui font des projections ou des résonances sur notre histoire, et que souvent, on peut se sentir mal par rapport à une personne. Et là, il faut tout de suite se remettre en question en se disant, ah, si c'est venu me toucher et que ça me touche à ce point-là, c'est peut-être que j'ai quelque chose à travailler Il y là-dessus. a quelque chose, ouais. Mm. Et alors, ça aussi, ça faisait partie des questions que je voulais poser. Est-ce que justement, vous, l'exemple que vous avez donné du jeune homme qui a pleuré à l'évocation de son grand-père, est-ce que vous avez justement des signes déclics, des signes corporels que vous arrivez à lire à un certain moment en disant, ça y est, j'ai touché la cible. Oui, l'émotion alors l'émotion est primordiale en fait, et Mhm. c'est vrai que le regard, le ressenti sur la personne nous montre à quel point elle peut être touchée, à quel point on a pu aller toucher ce qui est vraiment important. Je serais tentée de dire que, alors, lors de rares fois, mais ça m'est arrivé lorsque j'ai pas du tout de renseignements, Ouais. il m'arrive de travailler en hypothèse. Mhm. Parfois, il y a des gens qui arrivent en disant, ben voilà, j'ai ça. Donc, avec le recul que j'ai, je sais que pour tel symptôme, il peut y avoir cette hypothèse, cette hypothèse, cette hypothèse, cette hypothèse, qui a pu être un traumatisme de vie familiale. Ouais. Et bien, du coup, je vais aller travailler sur la personne en lui parlant de chacune des hypothèses. Et 9,9 fois sur 10, il y a une hypothèse où Bim. il va se passer quelque chose au niveau du corps. D'accord. Oui, donc il y a une Alors ça me expression. parle, Ouais. je transpire, la personne se sent pas bien, il y a une émotion qui arrive. Et là, c'est là qu'on se dit, et là je pourrais pas vous l'expliquer au niveau scientifique, mais il y a quand même des choses qui se passent dans les cellules. Tant mieux que vous Voilà. l'expliquiez pas, c'est mieux parce qu'au moins, Ah bah c'est merci. libre cours. Non, mais c'est C'est mieux. bon. Ouais, Comme ça, ouais, c'est mieux. non, mais ça, il y a pas de Bien sûr. restreinte parce que à force de vouloir contingenter par la science, ben on en oublie l'expérience. Donc c'est Tout terrible. à fait. Hein. Oh, et puis il y a autre chose que la science, forcément. Hein. Et heureusement, il y a l'expérience, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout à fait. Emmanuel, pardonnez-moi, mais je comprends pas. Est-ce que vous aurez la gentillesse de reformuler votre question? Je la donne. Peut-être que Véronique, vous allez l'apercevoir mieux que moi. Est-ce que les résultats positifs de la thérapie sur les générations suivantes sont irréversibles? Oui, D'accord. Vous l'avez compris, c'est moi qui. oui, oui. Oui, oui, à partir du moment où un schéma est coupé, il est coupé. D'accord. Voilà. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, si moi je travaille sur mon histoire et sur mon traumatisme, et si je le coupe, eh bien en fait, ça sera coupé sur ma descendance. Hmm. Alors par contre, elle pourra porter d'autres choses, hein, parce que bah, déjà la descendance vient d'un homme et d'une femme avec deux histoires différentes. Et en fait, on a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, c'est pas des maths, hein, mais notre ordre d'arrivée dans la fratrie nous met souvent en lien avec un des parents ou le couple. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des familles où les enfants ont été élevés de la même façon, ont vécu les mêmes choses, et pourtant portent des traumatismes différents. Parce que ce que j'ai lu dans votre livre, c'était passionnant cette histoire. Mm. Donc, il y a trois filles. L'aîné est en rapport avec le père, si je me trompe pas. Le deuxième Oui, en rapport avec la avec la mère. La mère, troisième, avec le le troisième, couple, l'énergie du couple. avec l'énergie du couple, et ainsi de suite. Et vous avez cette alternance d'énergie Oui. qui fait. Alors attention, là aussi on va pas faire des raccourcis, on est en lien avec tout le monde parce Oui, qu'on porte bien du sûr. sang. Voilà. Mais effectivement, on a des premiers liens sur lesquels on va commencer à travailler sans en oublier tous les autres. C'est pas parce que je suis numéro 1 que je vais oublier d'aller chercher ce que ma mère a vécu. Évidemment. Pourquoi? Parce que je suis une femme en lien numéro 1, en lien avec mon père. Mais peut-être que je porte un traumatisme qu'a vécu ma mère en tant que femme
et que du coup, je l'ai récupéré parce que je suis une femme. Donc voilà. Mais on a des premiers liens comme ça qui font que souvent, on est en lien avec une diverse, c'est-à-dire on porte des mémoires qui viennent plus du père, de la mère ou du couple. Donc ça, c'est assez sympa. Et souvent, j'ai eu des gens, parce qu'il m'est arrivé de recevoir dans la même journée des sœurs ou des frères. Et en plaisantant, je leur dis, mais vous êtes sûr que vous avez les mêmes parents et que vous avez été élevés par les mêmes parents? Alors vraiment en plaisantant, parce qu'en fait, il y en a un qui va détester son père, qui va dire, ma mère, elle est formidable. L'autre qui va dire, non, t'as rien compris, en fait, c'est maman qui est détestable. Mais parce qu'en fait, on a beau venir de la même famille, Oui. on n'aura jamais le même vécu, même si on vient à 18 mois d'intervalle. Et j'extrapole sur celles et ceux qui sont formés, qui ont été formés, qui vont être formés par vos soins. Est-ce que c'est pas facile ou de tomber dans un biais cognitif et d'avoir une idée reçue sur la personne? Vous voyez votre client arriver, vous dites alors ça, je suis sûr que, et boum, on se plante parce que. Ouais. Alors ça, je mets en garde. Au niveau de la formation, tous les cours que j'ai sont tournés en vidéo. Et effectivement, je mets tout le monde en garde sur les a priori. Voilà. Les gens, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi notre miroir. Donc effectivement, comme on rencontre quelqu'un dans la rue et soit on l'adore, soit on déteste alors qu'on ne le connaît pas, il peut se passer exactement la même chose avec la personne qui va rentrer. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que si on fait ce métier, et c'est pour ça que je repars sur l'humilité de faire un travail sur soi, c'est qu'on doit aller vers le plus de neutralité possible pour justement ne pas faire d'amalgame, ne pas avoir de priori, ne pas catégoriser la personne qui arrive, parce que ça, c'est grave. Et oui, on tombe dans un biais, et c'est terrible, un biais de jugement même. C'est carrément de jugement. Donc, en tout cas, voilà, j'espère, bon, après... une fois que la formation est terminée, je ne suis pas avec les gens dans leur cabinet. Bien sûr, bien sûr. Mais j'y reviens très, très souvent. Et je dis aux gens qui se sont formés avec moi, là ils s'en rappelleront s'il y en a qui me regardent, surtout en présentiel. Je leur dis, si vous êtes en train de raconter votre histoire à la personne ou que la personne est en train de vous raconter votre histoire et que du coup, en fait, vous oubliez la sienne pour raconter la vôtre, là, vous voyez ma tête. Et là... je dis non, faut pas y aller. Faut pas y aller. Voilà. Donc je pense qu'il y en a qui s'en rappelleront parce que souvent il y en a qui me disent tu vois, là j'ai vu ta tête. Alors bon, ça me fait rire, mais du coup ça marche. Oui, mais c'est ça. Au moins il y a un conditionnement positif. C'est bien. C'est ça. Ça fonctionne. Juliette qui nous dit que la fac de psychologie de Nîmes commence à donner des cours en psychogénéalogie. C'est parfait. C'est top. Et Eva, alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que en décodage ou dans d'autres formes de thérapie, c'est vrai que la latéralité des pathologies peut faire évoquer quelque chose. Et Eva vous pose la question, des douleurs du côté gauche du corps peuvent correspondre à des traumatismes de nos ancêtres. Question. Est-ce que ça peut correspondre? Alors, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est très controversé. Suivant les thérapeutes et les côté droit, le côté gauche, le côté maternel, le côté paternel, j'y vais pas. Moi perso, ça m'appartient. Je vais me baser plus sur l'info de la pathologie plutôt que sur l'endroit. Voilà. Mais par contre, je dis pas que vous avez tort, Eva, mais je dis qu'effectivement, la latéralité, c'est pas quelque chose en fin de compte que j'ai pu moi durant toutes ces années vérifier à 100%. Déjà, l'Ayurveda et la médecine chinoise, sauf erreur de ma part, sont pas d'accord. C'est ça. Donc du coup, voilà, j'y vais pas, mais je vais aller travailler sur le symptôme, sur la pathologie. C'est quand est-ce qu'elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 ans précédents, la pathologie, voilà, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose de familial? Bon, après, on investigue en fait par rapport à la personne et par rapport à la famille. Oui, donc le mot d'ordre, c'est pas de raccourci, et pas de choses qui risquent de biaiser le raisonnement et l'écoute en tout cas. Ouais. C'est ça. De toute façon, c'est la personne qui sait, c'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on est juste là, voilà, pour tirer les traits, pour analyser, et voilà. Donc on n'invente rien et on fait effectivement surtout pas de raccourci. Alors, la question de Salomé lève une énorme chose. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette question et vous allez l'entendre et l'écouter évidemment. Est-ce que ça change l'ordre de la fratrie dans le cas d'une interruption de grossesse? Est-ce que le premier enfant vivant est le premier ou le second? Donc là, on parle d'interruption de grossesse, on parle peut-être de jumeaux qui ont disparu, de fausses couches. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est intéressant. Merci Salomé pour cette question parce que merci Salomé. Alors c'est dans le livre. Oui. Alors pour moi, c'est clair, net et précis. Chaque grossesse
conscientisée, dont on a eu conscience, compte pour une, qu'elle arrive à terme ou pas. D'accord. Moi, j'ai vu des gens qui étaient les aînés, donc on leur disait t'es l'aîné, t'es l'aîné, t'es l'aîné, et qui avaient un problème de place. Par exemple, quand on n'est pas à la bonne place, on peut ne jamais avoir de place, ne jamais se sentir à sa place, ne jamais trouver sa place. Et j'ai vu des gens à qui on avait dit qu'ils étaient l'aîné, et en fait, qui étaient l'aîné des vivants. Mais avant eux, il pouvait y avoir eu une fausse couche, un IVG, et en fait, il pouvait être le numéro 3. Et dès qu'on replaçait les gens à la bonne place, ils n'avaient plus du tout de problématique de place. Ça, par contre, c'est bluffant. Hein. Ouais, ça m'évoque la fameuse position des deuxièmes. Bon, sont-ils vraiment les deuxièmes? Parce que s'il y a eu une fausse couche ou un avortement avant l'aîné. Parfois on le sait, donc je dis toujours parce que en fait il y a et encore aujourd'hui des tabous, surtout sur l'IVG. Et autant les fausses couches c'est quelque chose dont on peut parler, mais les IVG on en parle peu et souvent on le cachait. Alors qu'en fait, voilà, on a toujours une bonne raison de faire un IVG. Il faut arrêter aussi à un moment donné de. Oui, bien sûr, oui, pas toujours. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a des moments où je dis aux gens, est-ce que vous pourriez poser la question à votre mère, par exemple? Et souvent, mais non, mais elle me l'aurait dit. Et non. Et ils arrivent la séance d'après en me disant, ben non, j'ai été bluffée. En fait, elle me l'avait pas dit et je suis pas tel numéro. L'ordre des choses est important dans la fratrie. Ouais, c'est ça. Le numéro de rang est très important. Ouais. Et peut-être aussi le motif de l'interruption de grossesse. Est-ce que c'est juste un œuf blanc ou est-ce que c'est effectivement un motif social, économique, religieux ou on ne sait quoi de faire l'IVG qui à cet endroit-là? Ça a une répercussion sur la place de l'enfant et les motifs de sa consultation. On est d'accord. D'ailleurs, il y a des familles où sur 3-4 générations, par exemple, les femmes perdront toutes leur premier enfant, soit dans une fausse couche, soit un IVG. Mais alors le premier, le deuxième ou le troisième, hein, mais il y aura un enfant parce que peut-être qu'au-dessus il s'est passé quelque chose et que cet enfant-là n'a pas pu arriver ou on n'en a pas voulu, etc. Et du coup, il y a une espèce de loyauté, on parle de loyauté, de fidélité en psychogénéalogie, qui fait que du coup, par fidélité inconsciente, totalement inconsciente, eh bien, l'enfant de même rang ne vient pas au bout. Et est-ce que vous êtes d'accord dans le prolongement de ce raisonnement? Est-ce que vous êtes d'accord que potentiellement, encore une fois, sans raccourci, certaines personnes qui sont en infertilité, je ne parle pas en stérilité, mais en infécondité, c'est-à-dire ils ont tout pour avoir des bébés, est-ce que c'est parfois d'origine de parents ou de grands-parents qui auraient perdu des enfants, auraient fait plein de fausses, et donc la peur... j'aime pas ce mot-là, mais la transmission de le message. J'ai vu ça très souvent. Voilà, si je vais souvent. Je vais perdre. Donc j'en fais. J'ai vu ça très très souvent et effectivement, alors il y a soit ce que la personne a pu vivre dans sa vie avec, j'ai par exemple fait un IVG, du coup je suis punie. Et voilà, je vais pas y arriver. Soit effectivement, il s'est passé dans la famille. Je me rappelle une histoire d'une jeune femme qui était auxiliaire de puériculture, qui faisait naître des bébés, qui voyait naître des bébés tous les jours et qui, elle, ça faisait 10 ans qu'elle n'y arrivait pas. Alors d'une part, elle disait une phrase qui était, parce que le cerveau ne connaît pas le négatif en fait. Le cerveau, il connaît que le positif. Et je crois qu'elle disait, je n'imagine pas ne pas avoir d'enfant. Enfin, et du coup, ça voulait dire qu'elle imaginait très bien ne pas avoir d'enfant. Voilà, donc c'était quelque chose. Et en fait, c'était la sœur de sa mère. Alors, c'était dans la région de Millau, sur le Larzac, en plein hiver, où il y avait sa tante, du coup, qui avait accouché prématurément et que, comme il y avait 1,50 m de neige, ils n'avaient pas pu descendre. Et c'était la voisine qui était arrivée, sauf qu'en fait, l'enfant est arrivé par le siège. Ah oui. Et que du coup, la voisine, qui avait quelques notions de boucherie peut-être, du coup, a découpé le ventre de la... Enfin voilà. Donc, ça a été un carnage, le bébé est décédé, la maman ne s'en est jamais remis. Et du coup, en fait, c'est quelque chose... alors, elle ne pensait pas du tout que ça pouvait avoir un impact sur son histoire. Ouais. Et même quand je lui demandais, mais il y a eu des histoires un petit peu particulières. Oh non, il y a bien ma tante, mais bon. Et à partir du moment, je lui dis, mais racontez-moi. Ouais. Et quand elle me l'a raconté, mais là, on a vu l'émotion, les pleurs, le fait que... Et elle me dit, mais ça me fout une trouille monstre. Même si elle savait qu'elle... voilà. Et du coup, en fait, je m'empêche.
Et puis après, il y a tout le côté aussi du vécu, c'est-à-dire si moi j'ai vécu une enfance terrible, même si je rêve d'avoir des enfants, j'aurais tellement peur de leur faire Revivre. vivre la même enfance que moi que j'y vais pas. Je m'autorise pas. Ouais. Ouais, il y a un vrai travail là-dessus quand même, hein, surtout sur Ouais. les. Ouais. Il y a plusieurs hypothèses, attention, là aussi, c'est pas des généralités, hein. Mais quand on n'arrive pas à avoir un enfant alors qu'on a aucun souci, je dirais, au niveau physique, physiologique, très souvent, en fait, c'est qu'il y a un blocage qui est dû à quelque chose. C'est ça. Et Thierry, justement, nous dit, on voit souvent les parents ne pas arriver à avoir des enfants, puis en adoptent un, et ensuite le déclenche d'une grossesse. Et moi, je vois beaucoup de mes patients qui ont un mal fou à avoir le premier, et quand ils ont eu le premier, le deuxième, il arrive pratiquement au retour de couche, boum, ils s'en prennent un deuxième. C'est assez, ils disent, je comprends pas. C'est ça, c'est une espèce de blocage. L'autorisation. On s'est donné l'autorisation, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Ça, c'est un joli mot, ça, se donner l'autorisation. Est-ce que Laurie vous pose la question, lorsqu'il y a une fausse couche avec un œuf clair, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un œuf qui n'a pas de noyau, quoi. Est-ce que ça compte pour un? Ce que vous avez dit. Alors, en fait, là, ça va être suivant la personne qui fait cette fausse couche. Mais la plupart du temps, que ça soit un œuf clair ou pas, la personne va le catégoriser dans mon bébé. Donc, si vraiment la personne te dit, bon, ben, c'est comme si j'étais pas enceinte, là, ça va être un petit peu différent. On peut ne pas le compter, mais dans la plupart des cas, le fait d'avoir été enceinte, voilà, c'est que déjà, le cerveau avait investi l'intention et le fait, du coup, d'avoir un enfant. Donc, dans la plupart du temps, on compte pour un. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure, d'avoir conscientisé, bon, quel que soit l'œuf, c'est le fait que ce soit considéré comme une grossesse par la personne. Là, il y a une question biblique de Pascal Leu. En cas de jumeaux, le premier-né est le numéro 1 ou pas? C'est Jacob et Ésaü. Hein, alors, en fait, les médecins disent en général que le premier-né, ça serait le deuxième qui est conçu. Après, pour moi, c'est clair, c'est le premier qui arrive est numéro 1. Le premier sorti. Le deuxième qui arrive est numéro 2. D'accord. Ouais. Parce que dans la Bible, ça reste très basique dans l'histoire. Parce qu'il y a l'adage biblique entre Jacob et Ésaü, justement, où Jacob est sorti en premier et Ésaü le retenait par le talon. Hein, et donc, Ésaü, c'était l'aîné. Donc voilà, c'était assez... Alors, j'aimerais qu'on passe un temps. Alors, si vous avez gentillesse, on parlera tout à l'heure de la formation, de donner un petit peu plus de détails. En formation, il y a pas mal de questions. Voilà, il y a Véronique, est-ce que la formation en ligne sont des vidéos enregistrées ou des zooms? Enfin, il y a plein de questions qu'on évoquera tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on parle de vos livres, les deux en tout cas en ma possession. Je crois qu'il y en a un autre aussi. Mais oui, dans une autre maison d'édition. Ouais. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, là ce soir, là, alors c'est juste une information. Il y a une petite offre qui est émise gentiment par les éditions Amiris. C'est que à partir, voilà, je vous la mets dans le chat, vous pouvez la voir. C'est que quand vous allez sur le site, dans la collection Les Singuliers, donc chez Amiris, la collection Les Singuliers, quand vous cliquez avec le code psychogénéalogie, plus facile à écrire qu'à dire, vous avez les frais de port qui sont gratuits, qui sont offerts, pardon. Merci beaucoup. Merci Bénédicte, merci Amiris. Pardon. Il n'y a pas que moi, je vous ai refilé le Covid là. Moi, c'est du non-dit, je m'étouffe. Pardon. Donc, dans le livre, alors il y a un livre qui explique, ce livre-là qui explique parfaitement les tenants et les aboutissants de tout cela. C'est vraiment passionnant. Alors, c'est la base. En fait, quand j'ai commencé à faire de la psychogénéalogie, je trouvais, mais ça m'appartient ce que je dis, que la plupart des livres, quand j'ai démarré, il y a 20 ans en arrière, étaient extrêmement compliqués, difficiles à lire pour moi. Et je me suis dit, je voudrais écrire un livre qui soit plus simple. Alors, arrivé ou pas, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais en tout cas, j'ai fait en sorte que, voilà, d'y mettre un peu plus de simplicité pour comprendre les choses. Mais c'est non seulement très simple au sens noble du terme, parce que c'est pas non plus simplet, donc c'est très étayé, c'est très illustré, par beaucoup d'exemples et un verbe qui est très très agréable à lire. Donc ça c'est merci pour ça, parce que c'est vraiment un grand plaisir. Mais aussi il y a une espèce de transversalité, c'est-à-dire que on l'évoquait un petit peu juste avant le début du direct, c'est que vous évoquez plein de choses, vous évoquez
le décodage biologique, vous évoquez la symbolique des maladies, il y a plein de choses qui sont évoquées. Et ça, c'est vraiment passionnant. Marie qui Parce que c'est un tout en fait, hein. On travaille sur tout. Voilà, donc on a des gens qui arrivent qui sont malades, on a des gens qui arrivent avec des problèmes de couple, on a des gens qui arrivent avec des problèmes d'enfants, on a des gens qui arrivent avec des problèmes de travail, des burn-out, voilà, donc les dépressions. Donc en fait, il faut avoir un panel et avoir appris tout ça, quoi. C'est important. Ah ben moi c'est le lien qu'on m'a donné, donc pardon Véronique, c'est pas la bonne promotion, le code droit 15% sur toutes les commandes passées sur le site. Donc en tout cas, sachez que si actuellement jusqu'à fin septembre, vous pourrez mettre le code psychogénéalogie. Je me suis peut-être trompé dans le code qui m'a été donné, donc pardonnez-moi, hein, j'ai transmis cela. En tout cas, sachez que les frais de port sont offert, voilà, par la maison Améris. Et comme parfois c'est un petit peu onéreux, hélas, c'est pas lié. C'est en Belgique, donc. C'est en Belgique, donc c'est pas lié à la maison qui fait pas de marge, évidemment, sur les frais de port. Donc voilà. En tout cas, vous savez que les frais de port sont offerts. Alors, ça commence avec des jeux de mots comme le sens de la naissance, né et essence. Hein, donc je vous le mets ici, c'est très intéressant. Donc c'est ce que vous évoquez sur le sens de la présence de l'individu sur cette terre, comment il est, pourquoi et comment il est né, et comment il reçoit toute la transmission de ses parents. Il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées, les croyances familiales, le jugement, les trucs comme ça. Donc je vous invite vraiment à lire toutes les différentes étapes, les prénoms. Très intéressant, hein, le sens des prénoms. Je vais pas faire non plus tout le livre, mais c'est quand même passionnant de voir tout cela. Mais peut-être vous nous donner, pour aller un petit peu plus loin dans le livre, pour pas le déflorer complètement, mais vous avez le sens symbolique des maladies. Alors peut-être que vous en avez quelques-unes en tête qui pourraient parler à nos auditeurs ce soir. Hein, certaines pathologies qui pourraient faire penser à la transgénérationnelle. Alors déjà au niveau de la symbolique des maladies, il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, ça a été les premiers en fait à faire un lien entre l'organe, le traumatisme, l'organe et la maladie. Et donc moi je me rappelle quand j'ai été formée en réflexologie plantaire par le maître chinois, il parlait de façon très poétique du corps et justement des répercussions que pouvait avoir un traumatisme donc sur le corps. Alors les psychanalystes parlaient de psychosomatique, ouais. Donc le fait qu'on somatise sur le corps lorsqu'on vivait une émotion. Alors l'émotion basique, qui n'a jamais vécu le fait de passer un examen, d'être un peu stressé et d'aller aux toilettes 15 fois avant. Alors c'est tout petit, mais c'est la preuve que quelque chose qui nous perturbe au niveau émotionnel peut avoir un impact au niveau du corps. Et on a après des choses beaucoup plus importantes puisque on peut parler de cancer. Aussi, moi j'ai travaillé pas mal avec des oncologues, avec des gens qui justement commençaient à s'ouvrir au fait que il pouvait y avoir et des répétitions de génération en génération et le fait qu'en ayant vécu un traumatisme, on puisse développer une pathologie. Alors les organes, je vais parler par exemple en médecine chinoise, l'estomac, c'est l'injustice, tout ce que j'ai du mal à digérer, par exemple. L'explication est que l'estomac est le premier organe de digestion. Si je vis quelque chose dans mon histoire que j'ai du mal à digérer, parce que vraiment c'est dans les mots des gens, et bien en fait ça peut me causer au niveau de l'estomac des mots, des malaises ou des maladies plus importantes suivant ce que j'ai vécu comme traumatisme au niveau d'une injustice que je n'aurais pas pu digérer, par exemple. D'accord. On dit que le foie, c'est la colère rentrée. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le manque de nourriture. On dit que qu'est-ce que les poumons, les poumons, c'est ce qui nous permet de respirer. Donc, on peut avoir des problématiques au niveau des poumons, par exemple d'enfermement. Si je me sens enfermée dans mon histoire, je peux avoir, par exemple, une difficulté au niveau des poumons. Il y a aussi la peur de mourir qui intervient au niveau des poumons. Mais c'est bien parce qu'on peut superposer différentes cultures, parce que les poumons, en médecine chinoise, c'est aussi la tristesse. Donc, il peut y avoir cette superposition qui vous oriente aussi, qui vous guide.
Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand une personne arrive avec une pathologie, donc non seulement on va lui demander ce qui s'est passé dans les 2 ans, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait un petit peu la pathologie de côté, et on va lui poser des questions sur son histoire et suivant ce qu'elle a vécu, et même le plus infime événement, donc on en parlait au début de ce webinaire, c'est quelque chose qui peut lui paraître bénin, mais qui peut-être dans l'émotion qu'a suscité cet événement, peut-être a soit réactivé quelque chose que la personne avait vécu plus jeune et qu'elle avait enfoui, soit effectivement vient se déposer sur l'organe et créer une pathologie. D'accord. Je fais un peu des raccourcis parce que non, bien sûr, on comprend. Voilà, mais effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. On comprend l'essentiel. Donc voilà, ça nous donne des pistes en fait Oui. quand on lit le livre. Évidemment, tout ne nous concerne pas parce qu'on serait soit complètement parano, soit hypocondriaque à outrance. Mais ça nous obligatoirement à un certain moment, on dit ah bah oui, tiens, bon sang, mais c'est bien sûr le fameux. Il y a des résonances, forcément, il y a des résonances sur notre histoire. Évidemment. Alors on avance terriblement trop vite sur ce webinaire. Hein, mais oui. Mais oui, non, mais c'est pas grave, puisque même si Véronique, même si vous êtes malade, si vous êtes tout fait de partout, hein, on continuera, parce que j'ai envie de vous écouter encore sur d'autres choses. Je trouve que je m'en sors pas si mal que ça pour 39 degrés de température. Hein. Super bien, et merci de cela, parce que c'est pas évident Il n'était pas question pour moi d'annuler de toute façon, oui. Donc voilà, je me suis shootée, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc il y a ce livre que je vous conseille évidemment vivement, qui donne toutes les bases et toute l'explication, toute la trame. Effectivement, ça fait écho très très facilement sur bien des chapitres. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que obligatoirement, d'une façon didactique et pédagogique, vous êtes obligé de serrer en chapitres. Mais en fait, dans chaque chapitre, il y a des petits trucs qui parlent en disant ah ouais, ça c'est intéressant parce que, et donc ça me ramène à la question que je voulais vous poser sur le fait que on peut avoir fromage et dessert dans une pathologie. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir même l'entrée. Même l'entrée, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu d'estime de soi, un peu de jugement, un peu de dévalorisation, un peu de ceci, un peu de cela. Et ça doit être assez compliqué parce que comment faites-vous, en l'occurrence, si ça fait référence à une sédimentation de plusieurs traumatismes? La grand-mère, la tante, le grand-père, le ceci, le cela. On va d'abord chercher. Alors, moi, j'ai un truc qui est sympa et d'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même, toutes les personnes qui nous écoutent. C'est si vous aviez une petite baguette magique et que vous aviez un seul vœu à faire, quel serait ce vœu? Répétez, parce que ça, c'est un mantra. Voilà. Et en fait, lorsqu'on se pose cette question, la plupart du temps, alors ça peut être gagner au loto, ça peut être qu'une personne revienne, ça peut être différentes choses, hein, mais ça veut aussi dire que ce qui ressort de là, c'est une de nos problématiques principales. D'accord. Et on n'en a pas forcément conscience. Donc en fait, j'essaye toujours par mes questions, mes petites phrases, mes petites blagues de temps en temps, de faire émerger en fait la problématique, celle qui touche le plus la personne. Et puis vous savez, la psychogénéalogie, c'est comme un bel artichaut en fait. On va enlever une feuille et peut-être qu'effectivement derrière, il y a quelque chose, il y a une autre feuille qui va être là parce que effectivement, j'ai vécu ce traumatisme et ça me ramène peut-être à cette émotion-là ou à un autre traumatisme qui me ramène. Et donc, en fait, on enlève les petites feuilles d'artichaut jusqu'à en arriver au cœur. Et souvent, en fin de compte, quand on en arrive au cœur, c'est que tout va bien. Ouais. Mais voilà, c'est comme l'oignon. C'est beaucoup moins joli, mais on dit aussi, au niveau de l'oignon, on enlève pelure par pelure. Parfois, il n'y en a qu'une. Il n'y a que la pelure d'hiver à enlever. Et puis, parfois, il y en a d'autres. Et donc, on y va petit à petit. Est-ce que certaines pelures seraient l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le petit symptôme qu'on veut cacher, qui cache un autre plus gros, qui cache un autre plus gros? Mais bien sûr. On n'a pas le risque de décompensation à un certain moment. Est-ce que la peur, le blocage aussi, peut faire éviter une décompensation et de révéler quelque chose qu'on n'avait pas envie d'entendre? Mais nous, on se balade, nous, tout seul, pour pas souffrir. Et les gens aussi, il faut être, quand on fait ce travail-là, il faut être, on apprend aussi à ne pas se faire balader. Parce que les gens nous emmènent toujours en promenade parce qu'ils veulent pas aller là où ça fait mal. Et notre boulot à nous, c'est d'aller chercher ce qui fait mal, d'aller travailler ce qui est dans l'inconscient, dans notre petite boîte là où il y a les mémoires anciennes, parce qu'en fait, c'est là que c'est ancré.
Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, mais bon, le passé est passé, on ne revient pas sur le passé. Mais comment comprendre le présent si on n'a pas connaissance, en tout cas certaines connaissances du passé? Alors, comme on n'a pas envie de se faire du mal, vous avez eu la gentillesse aussi d'écrire ça. Oui, Je crois que c'était un petit peu plus tard. Hein, si c'est vous... ça, c'est le dernier en date. Dernier en date, parce que ce ne sera pas le dernier, évidemment, hein, Oui, certainement pas. Vous avez le dernier certainement en pas. date, j'insiste En date, là-dessus, ça s'appelle Émotion, Action et Réaction. Non, mais on n'est pas là pour rigoler. Hein. c'est ça. Toujours aux éditions Amiris, hein, donc vous l'avez sur le site, évidemment. Et là, vous avez 30 exercices pour reprendre le contrôle de sa vie. Eh bien, Alors, je vais vous expliquer un truc. Et vous m'avez même pas posé la question que j'y vais dire. quoi? Au niveau, J'aurais oublié une question. au niveau du cerveau, il y a un truc qui est top. En fait, c'est la programmation du cerveau. Il faut savoir que dès notre naissance, on programme ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Allez, un petit exemple. Je suis un petit enfant, j'arrive dans une famille où il y a un chat. Et donc là, je vois arriver un truc qui ne ressemble pas du tout à mes parents. Et là, on me dit, c'est un chat. Donc, hop, dans mon cerveau, le truc qui est là, ça s'appelle un chat. Je l'ancre. Et puis là, on me prend ma petite menoune et puis on me dit, tiens, regarde, caresse, le chat, c'est doux. Donc, il va se raccrocher au premier neurone, le neurone chat, doux. Et puis, regarde, le chat, ça fait miaou. Et puis donc, petit à petit, l'enfant va créer donc son chemin neuronal. Et on a deux familles où les enfants vivent la même chose. Dans la première famille, le chat est adorable. Et là, eh bien, en fait, le petit enfant qui grandit, chaque fois qu'il va voir un chat, il va lui sauter dessus pour le caresser. Et dans la deuxième famille, le chat est pas très sympathique. Et à un moment donné, le chat, il vient griffer l'enfant, qui du coup va avoir très mal. Et cet enfant va grandir. Et chaque fois qu'il va voir un chat, il va se tailler en courant. Ça, ce sont en fait au niveau du cerveau nos schémas neuronaux. Et il y en a pour tout. Oui, pour tout. Voilà. Et donc effectivement, ces schémas neuronaux font qu'on a parfois des autoroutes qui font qu'on intègre dans notre cerveau des données qu'on ne remet pas en question. Si la première fois que j'ai rencontré un homme et que je me suis mis en couple, ça s'est mal passé, si je ne fais pas travailler là-dessus, je peux me dire que de toute façon, c'est pas la peine, que chaque fois, il va se passer la même chose. Et du coup, je pense tellement qu'il va se passer la même chose que je vais rencontrer des hommes avec lesquels ça ne va pas marcher. D'accord. Ah oui. Parce qu'en fait, voilà, on construit notre cerveau en fonction, en fin de compte, de normalité. Et un chemin neuronal, c'est une normalité. Et heureusement, alors, je continue. Il faut savoir que notre cerveau peut intégrer un chemin neuronal soit parce qu'il y a répétition. Quand on répète des choses, au bout d'un moment, ça s'intègre comme une vérité, comme une normalité, soit parce qu'on a vécu un gros traumatisme, le chat qui me griffe. Il peut me griffer une fois, j'ai peur à vie de tous les chats. Voilà. Le schéma est ancré. Voilà. Et du coup, en fait, les gens qui viennent souvent viennent avec des fonctionnements qui sont ancrés dans leur cerveau, donc dans des schémas neuronaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et aujourd'hui, donc c'est la science qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est que le cerveau a cette capacité il y a une neuroplasticité, si je veux utiliser des mots un petit peu, une neuroplasticité du cerveau qui fait que si il a été programmé dans ce schéma-là, il peut être déprogrammé. D'accord. Et on peut en reprogrammer un autre. Des espoirs, c'est plein d'espoir en l'occurrence. Ah ça c'est génial. Un super message. Alors je dis que ça marche parce que moi je le fais, je l'utilise tout le temps et c'est trop top. Et c'est tout bête. Hein. Alors je vais vous dire, c'est la fameuse méthode Coué. Hein. On en a parlé de la méthode Coué où il fallait répéter ou asséner, ouais. C'est ça. Et en fait, c'était pas bête parce qu'effectivement, à partir du moment où on répète quelque chose, et le cerveau, il aime bien qu'on s'autorise et qu'on ait l'intention de faire de nouvelles choses. Et c'est pour ça que dans ce livre, en fait, je repars sur pas mal de problématiques qu'ont les personnes et je leur donne des tips, des mantras, des petites phrases, voilà, des petits exercices où ils vont ancrer chaque fois qu'il y a une idée négative ou quelque chose, un ressenti qui n'est pas bon, et bien en fait ils auront la capacité de dire stop, parce qu'en fait stop c'est un mot qui fait que tout s'arrête tout de suite. Et après du coup c'est j'ai l'intention, je m'autorise, donc là j'en ai un sous les yeux, j'ai l'intention de me détacher de l'histoire de mes ancêtres qui ne m'appartiennent pas et de construire la mienne, et je m'autorise à changer de fonctionnement, à mettre en place mes propres règles, à faire des choix différents, de se guider par l'histoire familiale,
mais toujours en accord avec moi-même. Donc en fait, tout est toujours dans le positif et dans l'ouverture. C'est ça. Et en plus, à répéter, à répéter, à et répéter. répéter, c'est ça. Et vous le dites aussi 3 fois dans C'est le ça. texte. Et il y a des gens qui le mettent sur leur téléphone. Chaque fois qu'ils ouvrent le téléphone ou la tablette, ils se répètent le. Et comme maintenant avec les réseaux sociaux, on y va quand même assez souvent. Ouais. Donc du coup, ça s'ancre bien. Donc là, on a ce livre effectivement qui est très. Alors pardonnez-moi, juste une petite parenthèse. Vous avez le code promotion effectivement qui est psychogénéalogie en capital, qui fonctionne. Vous allez sur le site, vous avez les liens dans le chat. Il y a Marie qui a la gentillesse de mettre qui a eu la gentillesse de m'aider en mettant les liens des éditions Amiris et les liens du premier et du deuxième ouvrage. Et quand vous tapez à la suite quand vous mettez votre panier, vous ajoutez les livres à votre panier et quand vous allez valider le panier, vous allez marquer code promotion psychogénéalogie en capital, j'insiste, donc copier-coller, et vous, merci Marie, et vous aurez la promotion. Donc du coup, je ne sais pas si c'est les frais de port qui sont offerts ou 15% sur la totalité du site, je ne sais plus, mais peu importe. En tout cas, vous avez quelque chose. Voilà, cela octroie 15% et non pas le port gratuit. Ben, j'étais sur un port gratuit, pardonnez-moi, je me suis trompé. Mais c'est encore plus généreux parce que c'est 15% sur la totalité du site. Et vous repartez. Le port sera payé par Frédéric Zenouda. Avec grand plaisir, vous repartez. Je plaisante, hein, j'ai pas dit ça. Et vous repartez avec un aspirateur et une tringle à rideau. Hein, c'est ça. Comme disait Coluche. Donc 15% sur tout le site. Et merci aux éditions Amiris, parce que on sait à quel point les éditions familiales, non pas les grosses Amazon et autres, ont du mal pour se battre et survivre. Et merci pour cette offre. Donc, pour finir là-dessus, parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle de la formation, parce qu'il y a pas des francs-maçons, de la formation. Non, des formations. Ça aussi, en psychogénéalogie. Pas de lapsus, s'il vous plaît. Non, mais alors, le titre du livre concernant la reprogrammation du cerveau. C'est celui que vous avez cité juste avant. Parce que c'est Vanessa qui me demande ça, donc pardonnez-moi. Oui, émotion, action, réaction. Voilà. 30 exercices pour reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Donc ça, vous avez ça. Et donc, dans ce livre, j'insiste là-dessus, vous avez le titre de la générale de la porte. C'est ça. L'explication psychologique. En plané, chaque fois qu'on reproduit un schéma ou autre. Et vous avez l'explication de cette porte. Et après, vous avez le verrou. Voilà, par exemple, le nu renommé. Et on déverrouille. Lorsque je comprends que je rejoue le couple parent-enfant dans mon couple, chaque fois que je me sens infantilisé, et eux, parfois, dans une relation de couple et que je prends conscience que mon ou ma partenaire est un de mes parents symboliques, je répète la phrase suivante, stop! Voilà. Donc le stop, il s'ancre. Vous donnez cette espèce de mantra sans aucune évidemment, aspect péjoratif, qu'on doit répéter. Et voilà, vous avez 30 exercices, vous avez 22 portes, je crois. C'est ça. Et dans ces portes-là, vous avez plusieurs catégories, évidemment, parce que pour la nourriture, pour ceci ou pour cela, vous avez peut-être plusieurs verrous à faire sauter. Et voilà. Et donc, vous voulez en parler davantage, un petit exercice à faire pour ce soir ou pas? En fait, je crois que la première chose, ce qu'on pourrait faire déjà comme exercice, tiens, ça serait. Alors, j'ai pas forcément ma voix mais ce qu'on pourrait faire, est-ce que je peux inviter toutes les personnes qui nous regardent à fermer les yeux. Donc, je les vois pas, donc juste à fermer les yeux. Alors, installez-vous bien. Installez-vous bien. Alors, c'est petit, c'est court, c'est court. Parfait, c'est parfait. On a le temps, on est heureux. Tout va bien. Oui. Donc, installez-vous bien, fermez les yeux. Moi, je vais regarder les yeux ouverts parce qu'il faut que je regarde le chat. Je suis désolé. Mais oui. Et je vais vous demander maintenant de visualiser, pour ceux qui y arrivent, des fois c'est difficile, de visualiser vos parents en face de vous. Alors, qu'ils soient vivants ou pas, vous pouvez les visualiser. Là, ils sont en face de vous. Et j'aimerais que maintenant, vous veniez vous positionner, vous, à côté, en face, derrière vos parents. Vous vous mettez où vous voulez. Et vous observez. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes un adulte? Est-ce que vous vous êtes mis d'un côté, du côté de la mère, du côté du père? Entre les deux. Qu'est-ce qui se passe?
observer. Et là, déjà, ce que vous pouvez voir sera déjà un enseignement sur comment vous pouvez vous situer par rapport à vos parents. Alors, c'est simple. C'est court. Vous pouvez réouvrir les yeux, mais effectivement, pour ceux qui sont arrivés à le faire, c'est pas toujours facile, surtout comme ça, de le faire. Oui, bien sûr, Donc, devant un webinaire. Mais parfois, effectivement, on peut se voir encore comme un tout petit enfant ou comme un adulte. Voilà, donc c'est un petit exercice qui est sympa, qui peut après me permettre de poser des questions à la personne déjà. Justement, j'aimerais bien, si vous avez fait l'exercice, si vous êtes parvenu à avoir un positionnement, avoir un retour, ça serait sympa de remonter pour savoir. Vous aidera et ça vous aidera des choses. Vanessa qui dit c'est très intéressant, mais dites-nous si vous avez ressenti des choses et si vous avez perçu un positionnement particulier. Avec votre permission, Véronique, je veux bien, si vous le permettez, qu'on parle de la formation, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'elle se fait en présentiel? Est-ce qu'elle peut se faire en visio? Est-ce qu'elle est en Zoom? Est-ce que c'est enregistré en e-learning pur? Combien de temps elle dure? Et voilà. La formation se fait, j'ai repris la formation en présentiel parce que avec le Covid, tout ça, j'avais arrêté. Donc, elle se fait à Narbonne. Moi, j'habite à côté de Narbonne, dans un tout petit village qui est à 10 minutes de la mer. Il y a la Clappe, des vignes autour. Il y a un endroit pour faire des randonnées. Je vous vends le truc, vraiment, l'endroit est fabuleux. Et donc, j'ai décidé de continuer à faire les formations en présentiel, mais en tout petit comité. Moi, j'aime qu'il y ait de l'intimité. Pourquoi? Parce qu'en présentiel, on va travailler, on va s'entraîner sur les personnes qui sont là. Donc, en général, c'est 3-4 personnes. Voilà, c'est chez moi, dans mon bureau. Et c'est familial, c'est sympa. Après, on chausse les baskets et on va faire une petite rando. Et c'est sur 3 sessions de 4 jours. On est sur 12 jours de formation. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Véronique, parce qu'on va revenir sur la formation, mais là, les retours sont trop beaux. C'est vraiment trop chouette de voir ça. Et en plus, c'est prolixe, donc c'est sympa. Moi, Vanessa qui dit, moi, ado, entre mes 2 parents, main sur chaque épaule. Muriel qui dit une grande montée d'émotion. Catherine qui dit, adulte au milieu, et j'ai pleuré. Emmanuel qui dit, moi, entre mes 2 parents, pardonnez-moi, je bafouille d'émotion. Sensation d'amour. Emmanuel rassurant. Laurie, enfant du côté de maman qui me tient par-dessus les épaules. Marine, excusez-moi, je l'ai dit, parce que c'est trop beau. Oui, c'est magnifique. Jeune adulte face à mes parents, mais plutôt du côté de mon père. Enfant, Eva, qui dit enfant entre mes 2 parents, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous voyez, comme quoi même au travers Merci d'avoir joué le jeu, merci. C'est magnifique ça. Caroline, ado à côté de mon père. Sandra, je me suis retrouvée enfant entre les 2 parents qui sont décédés. Jeloul, moi adulte. Merci Jeloul encore d'être bien présent et de participer pour toutes et tous, c'est vraiment sympa. J'ai eu l'impression de vouloir me blottir contre ma mère et ensuite je me suis mis entre mes parents, mon père à ma droite, ma mère à gauche et je leur ai pris la main. Très beau. Magnifique. Merci. Ouais, ça c'est très comme quoi un petit exercice. Et quand on disait au départ que une émotion qui semblait anodine peut avoir des leviers émotionnels majeurs. Là, l'exemple est flagrant et comme quoi l'exercice, il fait mouche et c'est vraiment ça. Véronique, moi, adulte entre mon père, ma grand-mère, ma mère, plus petite. Mon père grand, pardon, excusez-moi, mon père grand et ma mère plus petite. Voilà, pardonnez-moi. Donc, je transforme les choses. C'est des indices pour moi. Alors, merci, vraiment merci d'avoir joué le jeu et vos retours sont très émouvants. Et ça me permet, moi, quand j'entends tout ça, ça permet de commencer à poser des questions. C'est ça, voilà, ça vous oriente. Et, voilà. Et c'est très intéressant et très parlant. Très parlant. On va pas rentrer dans une interprétation, mais non, on va rester sur ces belles choses. Non, voilà. C'est mieux. On enlève les si qui risquent d'être négatifs. Donc non, c'est mieux. Chaque cas est très particulier, donc c'est mieux. C'est parfait. Alors, pardonnez-moi, je vous ai interrompu sur la. Non, on revient à la formation en présentiel, mais je crois que j'avais à peu près tout dit. Donc, 12 jours, 3 sessions, 3 modules de 4 jours.
et en petit comité. Donc vraiment, on travaille beaucoup, on rit beaucoup, on mange beaucoup de chocolat et de gâteaux, de chocolat surtout. Et voilà. Attention, s'il y a du chocolat, je viens. Ah ouais, non, mais le chocolat, moi sans chocolat, je peux pas. Ben, Et voilà, donc c'est très très agréable. Et puis la formation en distanciel, alors qui est 100% en e-learning, qui se passe sur une plateforme de formation. Voilà, on y accède dès qu'on s'inscrit, que l'on paye en plusieurs fois ou en une fois, puisqu'il y a plusieurs possibilités de règlement. Et dans cette formation, donc tous les cours sont en PDF téléchargeables et ils sont aussi tournés entièrement en vidéo. D'accord. Il y a, parce que je travaille avec des outils de déprogrammation, reprogrammation qui sont des actes symboliques écrits. Donc je mets, parce que j'ai une facilité d'écriture, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc pour chaque problématique, il y a dans la formation les trames d'actes symboliques sur laquelle les élèves vont adapter l'histoire des personnes. Et puis, j'ai travaillé sur des méditations guidées, déprogrammation, reprogrammation que j'ai créées, que j'ai donc enregistrées, qui sont aussi en audio dans la formation. D'accord. Il y a également 2 masterclass spécifiques psychogénéalogie sur l'argent et le surpoids, qui sont 2 sujets voilà, dont on nous parle fréquemment. Et je vais vraiment travailler sur chaque problématique. C'est une formation de terrain. On prend la problématique, on a une explication psychologique de comment ça fonctionne, les indices qui nous amènent à chercher les causes et après donc les actes de déprogrammation lorsqu'on a fait le travail. Parce qu'il y a également, je finis juste 2 petites secondes, il y a également avec la formation à distance, sachant qu'on a 12 mois pour la valider, j'ai mis une date butoir parce qu'au départ, j'en avais pas mis et les gens ne terminaient pas parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le temps et du coup, ils lâchaient. Donc, à partir du moment où j'ai mis la date butoir de 12 mois, ce qui est amplement suffisant, même quand on a un travail, des enfants, une famille, etc., et bien, en tout cas, la plupart des gens terminent la formation. Ce serait dommage. Et en plus, on a accès à un groupe privé Facebook qui est vraiment le groupe Génome, où il y a en moyenne 400 élèves qui sont là. Je pose des questions le lundi. Je mets un post le lundi, on me pose des questions toute la semaine et j'y réponds donc en fin de semaine, soit en vidéo, soit par écrit. Et voilà. Et il y a l'année dernière, j'étais partie faire des week-ends de perfectionnement un peu partout en France pour rencontrer les gens que je forme à distance. Génial. C'est génial. J'ai mis tout dans le chat. Vous avez le site web génome.com. Okay. Est-ce qu'il y a une majuscule à génome? Et c'est mieux. Mais on n'est pas obligé, mais c'est mieux. D'accord, parce que on a trouvé que Génome avec 2 M, c'était sympa et ça parlait bien de psychogénéalogie. Il y a la page Instagram Génome _ formation. La page Facebook, c'est Véronique César, Génome. Et attention à l'homonymie, je crois. Oui, il y a une autre Véronique César qui écrivait en tout cas des livres. C'est pour ça que sur certains livres, on a rajouté mon nom de jeune fille, Kortulewski. Mais sinon, voilà, je suis Véronique César, sans aucun souci. Et je suis en train de créer aussi une formation, mais qui sera pour les particuliers. C'est-à-dire que ça sera un petit livret, en fait, où les gens vont découvrir peu à peu leur famille en faisant leurs exercices, en montant leur arbre et donc en travaillant sur leur propre histoire. Parce qu'on me l'a demandé très très souvent, j'avais pas ça. Et du coup, en fait, on est en train d'y travailler dessus, comme un petit cahier d'exercices, mais où les gens pourront mettre le doigt sur certaines problématiques. Et après, bien sûr, ce ne sera pas de la thérapie en soi, mais déjà prise de conscience et peut-être le fait de se faire accompagner pour aller mieux. Et pour celles et ceux qui veulent une consultation, donc on a évoqué le fait que vous ne consultiez pas, mais c'est Robin qui faisait des consultations. Est-ce que c'est présentiel ou est-ce que ça peut être en visio? Alors en visio et après donc sur l'annuaire de la Fédération française de psychogénéalogie où il y a donc mes élèves, plus maintenant plein d'autres personnes qui ont été formées ailleurs et que je remercie et qui sont venues s'inscrire aussi sur cet annuaire. Voilà, et évidemment la question a été posée de savoir quels sont les critères d'une bonne formation, enfin d'un bon praticien qui aurait suivi une bonne formation, au-delà de ceux qui auraient suivi votre formation. Est-ce qu'il y a des critères? Alors, après, j'ai un numéro de formateur professionnel. On a aussi l'agrément Calliope, qui permet les prises en charge entreprises, France Travail, etc. Il y a déjà plusieurs prises en charge de France Travail. Donc, ça veut dire que dans certains départements,
voilà, ils acceptent les prises en charge. Après, je dirais que je peux former 100 personnes de la même façon, et ces 100 personnes qui ouvriront leur cabinet ne travailleront pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué. Je dirais qu'au niveau de la formation, bon, bah, derrière, oui, je suis certifiée pour avoir la capacité de former. Maintenant, il y a ce que je donne, ce que je transmets, ce que les gens font. Et je ne peux pas malheureusement aller dans chacun des cabinets pour. Mais en tout cas, j'insiste beaucoup sur certaines bases qui sont pour moi primordiales. On ne réinvente pas la vie de la personne, on pose des questions, on ne donne pas des conseils. Voilà. En fait, nous, on ne sait rien, ce n'est pas notre histoire. Oui. C'est l'histoire de la personne qui est en face de nous. Ça a été très clair. Je pense que le message est effectivement très, très bien passé. Je vous invite aussi à aller sur le site d'Amiris et de regarder les livres. Il y a justement Thierry qui dit: j'avais déjà acheté le livre sur Action à Action. Je viens de commander le livre puisque je l'ai via le site d'Amiris. Merci de la confiance. J'en profite aussi, une petite parenthèse, pour rappeler que c'est le début d'un cycle de webinaires. J'espère que cette formule vous aura plu, et on se retrouve en novembre avec Deneyer pour notre formation, et Blondeau pour en janvier aussi. Deneyer, c'est pour les émotions et la somato-émotionnelle, et Blondeau, c'est pour les huiles essentielles. Donc voilà, ce sera un site. Vous pouvez aller sur le site d'Amiris et vous avez tous les événements, et vous êtes cordialement invités à assister à cela parce que ça va être absolument passionnant aussi. C'est un petit peu dans le prolongement de ce qu'on évoque ce soir. Moi, je voulais vraiment remercier Amiris parce que c'est vrai que les maisons d'édition n'ont pas toujours cette ouverture, et j'ai trouvé que c'était très, très chouette de proposer ça. Effectivement, je suis la première, mais j'ai eu la chance de tomber sur un gars qui n'était pas forcément très sympathique à la base. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. Mais franchement, ouais, merci parce que vous savez aussi mettre les gens à l'aise, et merci parce que moi j'ai passé un bon moment, même malade. Je rappelle les deux ouvrages que vous retrouvez sur le site. N'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment, moi je les ai. Alors au début j'étais obligé de les lire parce que je me disais il faut. Ouais. Et après je me suis fait avoir. Je me suis fait vampirisé. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir assisté. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. C'était vraiment top. Merci papa et maman, parce qu'on est quand même bien content de les avoir eus. Sinon, on ne serait pas là, comme dit dans les Césars. Mais oui, tout à fait. Et papy et mamie. Exactement, papy et mamie et tous nos ancêtres, parce que nous sommes le fruit de tout cela. Et avec toutes les belles choses qu'on peut nous apporter, et puis le reste, on a tous le choix de pouvoir faire évoluer notre vie. Ça, c'est top. Soignez-vous bien, Véronique. On a besoin de gens comme vous. Soyez en bonne santé, en bonne forme. Merci à Robin, parce qu'il va soigner. Je n'hésite pas à le dire. Je dis pas guérir. Je dis soigner d'autres personnes, en prenant le relais de votre. Voilà, ça c'est de la bonne transmission. Il est tombé dedans comme Obélix dans la marmite de potion magique. J'ai pas l'impression, d'après ce que j'entends, qu'ils se plaignent particulièrement, Non. Voilà. Et la symbolique des métiers aussi, c'est vrai que vous avez écrit aux éditions Quintessence de mémoire, c'est ça? Oui. La symbolique des métiers, je crois que je l'avais gardé en mémoire, cela. C'est ça. Amiris, mais c'est pas grave, soyons pas sectaires. Oui, tout à fait. Oui, Maryse, il y a un replay auquel vous aurez accès sur le site d'Amiris, peut-être sur votre site aussi, mais ça, c'est à voir avec les éditions Amiris. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Oui, il y a un replay, je le répète, je le dis et je le répète, et sur le site d'Amiris. Et prenez soin bien de vous. On a besoin, encore une fois, de gens comme vous. Merci aux éditions, merci Véronique. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci à tous ceux que je connais et que je ne connais pas qui ont suivi ce webinaire. Et puis, à bientôt. Plaisir de faire un bout de chemin avec vous. Avec plaisir. On se retrouve peut-être, regardez votre mail parce que je vous ai envoyé un mail. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à très vite. Au revoir. Ciao, ciao.